Et bienvenue à cette édition du 18-20 du 24-04 et j'accueille aujourd'hui du coup Thomas Bond alias SOS Norkies et on accueille au moins en début d'émission Olshad, si c'était pour toute l'émission on va voir, puisque on devait avoir un invité Ancestral Geek qui sûrement rejoindra et pour lequel on devait faire son interview. Voilà, Ouais, vous y perdez au messieurs, change, hein, ce bienvenue. soir. Non, non, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts, il n'y a aucune perte. On apprécie tout ce qu'on a. Comme d'habitude, on va présenter en thème le JDR, jeux de plateau, le TCG Wargame, les jeux vidéo, les ciné-séries, et on parlera de l'actu de nos invités. Du coup, SOS Norkies qui rejoint un petit peu l'ambiance du cercle de l'aube, et on parlera aussi un petit peu de l'actu d'Olshad puisqu'on va profiter de sa présence. Et si Ancestral Geek vient, on fera aussi son interview. Voilà. Et tout de suite, je vous propose d'attaquer par la partie JDR et jeux de plateau. Et on attaque tout de suite par le salon Ludiverse qui s'est tenu le week-end dernier pour le salon d'hiver 2026, du coup au Paris Montreuil Expo, réunissant les passionnés de jeux de société, jeux de rôle, TCG et figurines. Pour cette première édition, l'événement proposait plus de 12 000 mètres carrés d'activités entre tournois, démonstrations, conférences et rencontres avec des créateurs. Les visiteurs ont pu tester de nombreuses nouveautés, participer à des parties de découverte et assister à des animations sur scène. L'espace dédié aux compétitions et aux tables de jeu a particulièrement marqué par sa diversité et son accessibilité. Cette édition pose les bases d'un nouveau festival ambitieux avec une forte affluence et un retour globalement positif de la communauté. Un événement à suivre de près pour les prochaines années. Et je crois pas dire de bêtises en disant que Thomas, tu étais notre petit envoyé spécial sur place. C'est ça, exactement. J'étais sur place, donc je suis allé jeter un œil un peu comme ça. D'ailleurs, on a une petite vidéo qui tourne en ce moment de quelques images qu'on a capturées sur place. Bon, au téléphone, hein, voilà, on va pas non plus, on n'est pas venu avec la grosse Alors régie. je salue la qualité de ta petite vidéo que je n'avais pas vue C'est avant. pas mal, hein. Elle est Un Bien petit passé, vraiment bien. hein. 720, voilà. Elle est vraiment bien, bravo. Bon, et donc ouais, donc ce jeu, tous les jeux de table, mes jeux de table, c'est-à-dire les jeux de figurines, les jeux de plateau, les jeux de société, les jeux de cartes, les jeux de rôle aussi, étaient représentés avec peut-être une domination du jeu de figurines peut-être. J'ai l'impression que le Heu, wargame a bah, pris une grosse place dans c'est le salon. disons que dans les fondateurs, un des principaux fondateurs, c'est, j'ai plus son prénom, celui qui est sur la chaîne, Wargame Studio, heu, Oui. donc Euh, donc oh, donc ouais, effectivement, il porte le projet et c'est oui et puis il y a tout alors il y avait 2 étages. Il y avait un étage généraliste avec la scène, les stands, les dédicaces et autres et il y avait aussi une scène, un étage supérieur avec, c'était l'étage tournoi et là, il y avait des tables de wargame à perte de vue, bah, donc pour j'ai les vu les images, c'était fou. c'était Je... assez dingo. C'est ahurissant. Alors C'est autant Octogone c'est fou, mais parce que l'espace est tellement alors grand, mais petit par rapport au volume des gens, que déjà c'est étouffant et que c'est fou. Mais alors là, 12 000 mètres carrés remplis autant que ça, sur les photos, c'est sur l'image, c'est dingue. Voilà, alors c'est 2 é c'est ouais, c'est sur 2 étages, donc c'est ça. Il y avait 16 000 personnes le premier jour, c'était sold out. C'est ça. Moi, j'étais avec un copain le premier jour, il s'est pris au dernier moment, il a voulu prendre une place, on lui a dit: «Ah non, non, c'est plein, désolé» et il a trouvé quelqu'un qui sortait, qui re-rentrait pas, qui lui a passé une place. Bon voilà, on a truandé. Mais Bon. Et donc ouais, il y avait de tout. Il y avait un concours de peinture aussi également, bien sûr, qui dit figurine dit concours de peinture. Il y avait des ateliers peinture si on voulait apprendre à peindre et autres. Il y avait pas de stand Games Workshop, mais il y avait plein de stands de jeux de figurines, divers, et variés. Donc si vous êtes fan de TCG, c'était fou et il y avait alors moi, ce qui m'a le plus branché, moi, c'est le truc qui m'a le plus attiré, c'était qu'il y avait une protozone pour les prototypes de jeux de société. Voilà, où j'ai pu tester quelques trucs très sympas avec des stades d'avancement plus ou moins variés. Voilà, je sais plus si on voit qu'il y a des conférences aussi, je vois à l'écran. Heu et donc il y avait pas mal de choses. Il y avait des dédicaces également avec des auteurs,
du lourd. Ouais, j'ai vu qu'il y avait dans les éditeurs, enfin les créateurs de Donjons et Chatons, j'ai vu Ouais. il y avait énormément de créateurs, effectivement, et en dédicace, un petit peu comme dans tous les festivals de ce genre, hein. Voilà. Mais ouais, j'ai vu qu'il y avait aussi Fibre Tigre qui dédicaçait son bouquin. Voilà. Ouais. Enfin, on connaît un petit Didier peu l'ambiance. Gusserix. Didier Gusserix, j'ai vu qu'il y a énormément de monde. Ça a fait le buzz en tout cas, hein. Pour une première, Ah oui, ça a matché, hein. ça a Impressionnant. vraiment matché. Voilà. Ouais. Ben, les gens n'attendent que ça, hein, d'avoir une convention comme ça sur Paris, hein. Ah bah, Donc, j'imagine. Enfin, en tout cas, ça s'est après, vu. ils ont énormément d'ambition, hein, donc parce que je crois que leur ambition, c'est finalement après d'être là où se fait la Japan Expo. Non, pas C'est du tout. les échos que j'ai entendus. Non, Bah, non, pourtant, non. c'est les C'est à échos que j'ai Montreuil. La entendus, Japan Expo, c'est au Parc Expo, qu'il Oui, faut prendre le RER. oui, Ah, non, mais là, en- c'était à en- Montreuil. la première Mais Japan leur Expo. Oui, voilà, Dans le- leur Ah. ambition, c'est par la Hmm. suite d'être là-bas. Ah, C'est oui. ça que je voulais dire. Hmm. Donc voilà, je me suis peut-être mal exprimé, hein, mais voilà, Ah. c'est ça leur ambition en fait. Grosse ambition aussi par rapport au jeu de figurines, hein, clairement, hein, Ouais. et ils ont eu de l'aide de Mathieu Saintou pour la partie JDR. Donc, Mathieu Saintou, c'est Arcane Asylum. Ok. Avec Voilà. En tout vraiment cas, du lourd. si vous avez eu la chance d'y aller le 18 et 19 avril, je pense que vous avez dû passer un très très bon moment. C'est ça. Ouais. Allez, on enchaîne avec le prix Rollist 2025. Au même titre que les Annie Awards aux États-Unis, la France, elle dispose désormais de ses prix, enfin désormais, depuis quelques temps maintenant, de ses propres distinctions avec le prix Rollist dédié aux jeux de rôle. Le jury composé d'acteurs du milieu et la sélection se base sur les jeux sortis en boutique sur la période 2025. Donc n'espérez pas voir les jeux de début d'année dedans. Cette récompense met en avant les titres marquants de l'année, aussi bien pour leur univers que pour leur système, et reflète les grandes tendances de la scène francophone. Cette année encore, plusieurs catégories sont à l'honneur. On retrouve le prix Rollist, on en parlait, le prix pour les boîtes d'initiation, le prix couverture, pour l'écran du MJ, le système de jeu et les jeux alternatifs. Côté nomination, on a Backlash qui se démarque avec 3 nominations, tandis que Célestopol 1922 et le Legs des Saint-Aimons en comptent chacun 2. On retrouve aussi dans la sélection des titres d'autres titres comme UVG, Flabbergasted, Wider Fist, Broken Tales, Te Deum pour un massacre, Thanatos, Pénombre, The Walking Dead Universe ou encore Donjons et Chatons. Je crois que je les ai tous cités. J'ai passé un certain temps à faire le tri. Donc normalement, il y a tous les nominés. Non, Les t'as résultats. oublié personne. Normalement, je crois ne pas avoir vexé personne. Ouais, de mémoire, t'as oublié personne. Les résultats seront dévoilés normalement le 7 mai, et je crois pas dire de bêtises, lors d'une émission qui sera dédiée sur Rollist TV, normalement. Voilà. Tout à fait, ouais, là on a direct. Je pense que pour le coup, je peux te laisser la parole au chat parce que tu es plus sachant que moi et tu as plus de passif sur ce sujet que moi. Pour le prix des Rollistes en tout cas. Oui, donc c'est le prix Rollist, alors 2025, donc qui arrive en 2026, hein, parce que c'est les jeux sortis en 2025. Hein. Donc voilà, hein, comme tu disais, plusieurs catégories. Donc le prix Rollist, il y a un prix pour les boîtes d'initiation, donc on a la couverture, écran de MJ, donc c'est vrai que ça va récompenser un petit peu tout. En plus, cette année, ils ont beaucoup justement communiqué par rapport à la transparence vis-à-vis du jury. Ils ont dit, bah écoutez, comme on a 2 personnes qui viennent de chez les Barbus, donc voilà, on n'aura pas de jeu de chez les Barbus, parce que l'année dernière ou il y a 2 ans, justement, on pouvait se poser des questions. City of Mist avait remporté beaucoup de prix alors que, bah voilà, ils étaient liés avec Philibert et tout ça. Donc c'est vrai que je pense qu'il y avait aucun problème, mais la question, tu vois, était... Les Et questions là, vont se ils poser. ont cherché à avoir beaucoup plus de transparence vis-à-vis de ça. Et je trouve que c'est tout à leur honneur. Ok. Ouais, de toute façon, c'est légitime hein, de se poser la question dans ce genre de concours en plus où c'est un peu. Alors, officiel, non officiel, c'est officiel, mais il y a un petit côté un peu subjectif. On a l'impression quand tu peux avoir 2 personnes qui font partie des gens qui sont nominés et qui sont dans le jury, forcément la question peut se poser. Donc c'est bien que de même, il y a eu la décision de prise. Voilà, je salue l'initiative en tout cas. Oui, vas-y. Après, oui, c'est une question qui se pose dans tous les prix comme ça, professionnels. On a ça dans les prix littéraires, par exemple, où ce sont les éditeurs qui donnent les... Enfin, bon. Bon. Et donc, ouais, c'est vrai qu'après, c'est bien de prendre des mesures et d'en être conscient et d'avoir une éthique là-dessus. C'est vrai que ça permet d'être transparent. Ok. C'est ça. Hein.
Un petit pronostic, Olshad, pour le prix Rollist? Parce que toi, je sais que tu es plutôt Alors, très je objectif pour sais le coup et que tu es un est-ce que bon juge. tu as les 3 noms parce que là, je les ai pas sous les Alors, yeux. Je peux les retrouver rapidement, hein, pour les le prix plus Rollist. nominés, en tout cas, c'est Backlash, 3 nominations, Célestopol 1922. Moi, j'ai peut-être un petit truc pour le Célestopol et le Lec de Saint-Émond. Alors, ouais, Célestopol pour la couverture, hein, Ouais, pour la couve. heu, clairement, hein, voilà. Après, de mémoire, au niveau des écrans, Te Deum pour un massacre, hein, je trouve que c'est celui qui projetait le mieux, Ouais, justement, qui a dans une l'univers, présence. hein. Mm. Ouais, voilà, c'est ça, hein, par rapport à ça, même si, voilà, comme dit, ça reste, assez personnel, hein, tout ça, hein, et donc il faut que je revoie un petit peu les choses. Je les ai, hein, parce que j'en ai parlé il y a peu de temps, donc j'ai je dois tout avoir sous la main normalement quelque part. Donc voilà, hein, bah, bon pour, mon pronostic, hein, voilà un petit peu par rapport à ça, hein, le Lec de Saint-Émond comme tu disais, hein, c'est vraiment une super campagne. Très belle introduction justement à l'univers de Néphilim, hein. Si vous voulez faire découvrir l'univers de Néphilim en tant que joueur ou si vous-même en tant que MJ vous voulez le faire découvrir, hein, c'est vraiment une superbe porte d'entrée. Le Lec de Bah, Saint-Émond, c'est une boîte qui est vraiment pour, super bien pour faite, nos néophytes, je te propose d'expliquer un petit peu l'univers de Néphilim. Alors Néphilim en fait, hein, c'est que vous allez jouer donc des Néphilim, donc des êtres, un peu, voilà, élémentaires, on va dire, qui vont s'incarner dans des humains. Voilà, hein, et donc ça va être un jeu très basé sur l'occulte et ainsi de suite, hein, donc vraiment un jeu des années 90, hein, qui a vu de différentes rééditions et tout ça, hein, qui a une communauté vraiment très très forte, hein, en termes de rôliste et qui est vraiment un très, très bon jeu, hein, pour y avoir pas mal joué à l'époque. C'est vraiment très, très sympa. Faut aimer l'occulte. Il faut aimer l'occulte, tout quand on parle Voilà, de Néphilim. c'est ça. Allez, on enchaîne sur la news suivante et on va parler. Alors, on est un petit peu à cheval sur le Wargame et le jeu de rôle, mais on va parler de Dreadball All Stars, le jeu de plateau Dreadball All Stars qui est actuellement en campagne et qui s'impose comme l'un des projets forts de la semaine, souvent comparé au jeu Blood Bowl, très connu. Il reprend le principe de sport violent en équipe, mais dans un univers sci-fi, scientifique, futuriste, plutôt que médiéval fantastique. Là où Blood Bowl, lui, mise sur le chaos et l'aléatoire, Dreadball propose des règles plus rapides, plus lisibles et orientées stratégie, avec des matchs dynamiques et accessibles. Les joueurs dirigent des équipes aux capacités variées dans des affrontements nerveux où le placement et le timing sont essentiels. Déjà largement financé, le jeu confirme l'intérêt des joueurs pour les jeux de sport tactique, avec une approche plus moderne et fluide que son cousin Fantasy. Alors vous verrez dans la vidéo, qui sont d'ailleurs, je trouve, assez bien faits pour la partie animation, visuellement c'est du Blood Bowl. Là. Il n'y a pas de sujet, on est vraiment sur le même style de jeu. Par contre, a priori, ils se vendent, c'est ce qu'ils disent, hein, comme quelque chose de plus punchy que les règles de Blood Bowl de base, avec un côté un peu plus simpliste et beaucoup plus agressif dans l'utilisation. Alors, j'ai pas forcément les règles du jeu, j'aurais bien aimé les voir pour voir pour avoir un comparatif. Mais a priori, vu toutes les personnes qui ont pledge sur Kickstarter, je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup plaire aux joueurs et aux habitués de Blood Bowl. Quoi. Ah, c'est beau, hein. Ouais, ça a l'air déjà plus simple parce qu'il y a, d'après la vidéo, hein, toujours, Ouais, bien sûr. il y a que 5 joueurs sur le terrain, donc déjà ça fait des équipes plus réduites. Le terrain a l'air plus réduit aussi. C'est pas mal de revoir un peu. Ça veut dire aussi moins de figurines à payer, donc moins cher que Blood Bowl. Peut-être. Peut-être. Ah, mais je pense que c'est un peu l'esprit A7, rugby A7, rugby enfin le 15 et tout ça, tu vois. C'est que dès que tu te retrouves avec moins de joueurs, ben, c'est plus nerveux, techniquement. À voir comment ça se traduit sur le plateau. Le terrain a l'air plus petit aussi, peut-être, je sais pas. Le terrain a l'air beaucoup plus petit, ouais. Voilà. Mais pourquoi pas. Après, Blood Bowl, c'est vraiment un super jeu. C'est vraiment un régal. Et c'est vrai que l'aléatoire, le chaos, fait partie du plaisir et du sum aussi. Surtout du sum. Ouais. Voilà, bon moi c'est pas un jeu auquel je joue d'habitude, parce que j'ai jamais joué, hein, pour être honnête avec vous, à Blood Bowl. Mais pour le coup, je me demande si ce sera
pas une meilleure initiation de jouer à cette version-là qui a l'air un peu plus simpliste, plutôt que d'attaquer direct dans du Blood Bowl avec des grosses mécaniques qui finalement sont plus proches d'un Warhammer qu'autre chose, avec peut-être des mécaniques d'attaque, des choses comme ça. Moi je maîtrise pas, donc là je spécule, mais voilà. Il faut voir si c'est des règles tactiques à la place de l'aléatoire, des règles il va y en avoir. Hein. Il y en aura sûrement. Non, mais est-ce qu'elles Oui. seront plus lourdes ou pas que Blood Bowl, c'est à voir quoi. Ils se vendent comme plus simples, visiblement. Après, voilà, à voir ce que ça va donner en réalité, quoi. Pas dire grand-chose. Non, clairement pas. En tout cas, je profite parce qu'on est un peu plus souple. Merci à Je ne peux pas G-Wargame pour ton follow. Merci à toi. C'est Galactic Football, ouais, c'est ça. C'est, je sais plus le nom d'ailleurs du dessin animé foot de rue. C'est foot d'espace pour le coup là. Allez, on enchaîne et on part chez Game on Tabletop avec Sherlock Holmes et Madame Hudson, détective en campagne sur Game on Tabletop, qui propose une approche originale de l'enquête. Ici, les joueurs incarnent Sherlock Holmes, mais aussi Madame Hudson dans un livre dont vous êtes le héros. Les deux rôles sont enfin mis en avant avec une vraie complémentarité, puisqu'on peut jouer autant l'un que l'autre, voire les deux. Le jeu mise sur une expérience narrative et immersive, proche du roman interactif, avec des indices à analyser et des choix qui orientent l'enquête. Pensé pour être accessible, il se joue aussi bien en solo qu'en coopération, c'est pour ça que je vous disais qu'on peut jouer les deux, avec des parties centrées sur la déduction plutôt que la mécanique pure. Une proposition qui modernise le jeu d'enquête tout en rendant hommage à l'univers classique de Sherlock Holmes. Effectivement, alors moi je suis pas très jeu solo à la base, et je trouve que c'est bien de pouvoir jouer les deux, le solo et le coopératif sur un même bouquin, et d'autant que on voit toujours la partie de Sherlock Holmes et on ne voit jamais les à côté, ou alors c'est toujours Sherlock et son acolyte dont je me souviens pas le nom tout de suite, Watson. mais on voit jamais Madame Hudson dedans. Donc c'est bien qu'il ait développé le personnage et qu'il ait rajouté à la partie de l'enquête. Donc ouais, moi je suis plutôt motivé peut-être à le prendre et à le tester, quoi. Oui, moi il m'intéresse, j'ai déjà pledge, voilà. Ok. J'ai été faible. C'est pas, voilà, non mais c'est pas la première fois en fait que cet éditeur nous fait des romans illustrés dont vous êtes le héros. Donc Ok. ça a l'air super cool. Avec, comme vous avez pu le voir justement sur les images, vous avez ces marque-pages qui vont être un peu votre feuille de route. Donc ça a vraiment l'air très très sympa dans son approche. Hein. Donc ouais, j'ai hâte de l'avoir en main et puis pouvoir le découvrir justement et puis voir ce que ça vaut ça. Mais très très sympa. Ouais. Le visuel, en tout cas, la direction artistique, moi, me plaît beaucoup. Une espèce de dessin un peu doux, mais avec le côté détective anglais, un peu BD, etc. Me plaît énormément. Et ouais, je serais bien tenté de le prendre pour tester la mécanique, pour voir comment ça se passe, surtout qu'il parle justement de mettre un peu la mécanique de côté et de tout baser sur l'enquête. Donc pour le coup, ça me motive bien. Je suis bien curieux, en tout cas. Ouais, non, très belles illustrations déjà. On voit ça a l'air d'être un bel objet déjà de base, avec les marque-pages aussi qui vont bien avec, et les petites croix à cocher. Bon, ça c'est pour l'enquête et le plan. Ah, ça. Et du coup, je trouve l'idée du marque-page fiche de perso, entre guillemets, pas mal dans l'idée. Ouais, c'est génial. Ouais, il me semble l'avoir vu, mais il y a très longtemps. Et ouais, c'est une bonne idée, bien sûr. Comme ça, tu gardes ton perso tout le temps. C'est ça. Ton truc avec, c'est génial, bien sûr. Ok, du coup c'était Sherlock Holmes, donc si vous voulez les pledge, c'est sur Game on Tabletop. Et on va enchaîner sur notre partie préférée qu'on maîtrise à mort, le TCG Wargame. Ouais, Salut. Et on enchaîne sur l'actu TCG Wargame. Et du coup on va retourner chez Kickstarter, on va parler de Cyberpunk Trading Card Games, dont vous en avez déjà parlé dans l'émission. On va vous faire un petit pitch de reprise. Ici, on propose des affrontements stratégiques dans l'univers sombre de Cyberpunk 2077, où les joueurs construisent leur équipe pour dominer Night City. Le jeu mise sur la personnalisation, la synergie de cartes, une approche compétitive pensée pour le duel
on est clairement sur un Magic the Gathering, mais avec un côté Cyberpunk 2077, avec quelques mécaniques qui changent, puisqu'il y a des mécaniques avec des dés, vous êtes censé charger des slots, etc. Donc il y a une petite mécanique qui change. Mais ce dont on voudrait parler ici, c'est du financement, car côté financement, la campagne sur Kickstarter, elle a pulvérisé tous les standards, 100 000 € en 3 minutes, donc autant vous dire qu'ils ont été financés dans les premières minutes, 1 million d'euros avant la première heure, puis un total dépassant aujourd'hui les 23 millions d'euros. Le projet devient ainsi la campagne TCG la plus financée de l'histoire sur la plateforme Kickstarter. Un succès donc qui illustre bien la puissance des licences fortes et l'engouement actuel pour le marché du jeu de cartes. Je vais pré-teaser quelque chose qu'on risque de me balancer dans le chat. Une aussi grosse licence comme ça, qui avait autant d'engouement, était-elle obligée de faire une campagne de préfinancement ou de financement sur Kickstarter? Un avis sur ça? Je sais qu'il y en a certains qui vont gueuler dans le chat. Qui dit non à de Je- l'argent? Bah, en fait, ce que je sais pas qui est derrière, quel est l'éditeur. Alors c'est CD pardon, Projekt pour la partie ouais. jeux et jeux vidéo. Et je voudrais pas te dire de bêtises pour vraiment la partie création. Créateur TCG. Parce que c'est peut-être pas non plus. Ça dépend aussi parce que lancer un truc comme ça, LJD Prod. il faut quand même avoir de l'argent en poche pour dire de pouvoir lancer. Développé par Weirdco. Je pense que Weirdco, ils ont du pognon. Ouais, mais ça permet aussi d'avoir l'équivalent de la wishlist pour les jeux vidéo, si tu veux. Ça permet de voir un peu l'engouement. Là, l'engouement y est, hein. Visiblement. Ah bah 23 millions, ouais, il y a pas. Ouais, ça va. Non, mais je crois pas dire. C'est casse-gueule le TCG pour que ça marche. Donc, alors, moi, ce que l'action sur laquelle je salue leur action, entre guillemets, c'est qu'ils avaient fait une campagne de préinscription pour dire que tu étais intéressé par la campagne. Et en échange, sans aucun engagement financier, tu reçois une carte par la poste à ton adresse. Gratos. Sympa. Sans aucun engagement financier. Donc déjà là, s'ils n'avaient pas senti le truc marcher, voilà. Mais derrière, effectivement, il y a le financement qui a forcément tout éclaté. Je viens de me reconnecter dessus, on est toujours à 23 733 000 €. 743 000 € là tout de suite. Ça vient d'augmenter en 2 secondes. Des pledges allant jusqu'à 8 000 $. Donc des trucs un peu ridicules. Après, d'accord. Est-ce que c'est les mêmes qui achètent des cartes Pokémon? Pardon. Non, mais je voulais dire, je vois que la livraison est prévue pour octobre 2026, donc c'est-à-dire que tout est prêt en fait. Donc là, ils vont lancer les impressions. Oui. Donc voilà, c'est qu'en fait, on paye, on prépaye l'impression en fait. Oui. C'est ça, le jeu était présent au Ludiverse en alpha. Ouais. Le jeu était... Mais ça fait un moment qu'il est testé en alpha et qu'il est présenté dans les salons. Ouais. Mais est-ce que ce sont les mêmes qui achètent des cartes Pokémon là? Parce que là, à ce niveau-là. Moi, j'achète pas de cartes Pokémon, j'ai pledge dessus pour plusieurs raisons. L'univers, je suis le projet depuis un petit moment. Clairement, bon, les systèmes qui changent un peu du TCG habituel avec ce système de dés, ces compteurs, ça m'a plu. En tout cas sur le visuel et dans l'idée. Par contre, pour la partie qui me plaît moins, moi en tout cas pour la partie campagne, allez, 70%, je vais pas dire une bêtise, 70% des récompenses, elles sont orientées sur ce qu'on pledge sur les packs à 8 000 $. Donc autant dire que grosso modo pas grand monde, si ce n'est qu'il y a quand même, je crois, 600 ou 700 pledges à 8 000 $. Donc si, ça fait énormément de volume d'argent, mais en gros les récompenses sont toutes pour eux, quoi. Les autres qu'on pledge avec des prix plus raisonnables, moi je vais pas le cacher, hein, j'ai pris le Netrunner kit et quand même à 349 $, hein, avec 2 decks et deux boîtes de boosters, qui d'ailleurs sont des boîtes plus grosses. Ouais. Et les boîtes de boosters d'ailleurs sont plus grosses, c'est des boîtes de 36 comparé aux boîtes de boosters Pokémon, etc. Clairement, j'aurais jamais pris une boîte à 8 000 $. C'est juste pas possible. Déjà, j'ai un intérêt pour le jeu, j'ai pas un intérêt non plus démesuré. Voilà, moi honnêtement, la campagne, je la trouve pas forcément bien amenée. Elle est pas très sexy pour les gens qui n'ont pas d'argent, entre guillemets. Par contre, visiblement, pour ceux qui ont du pognon, elle est très sexy. Je pense qu'à mon avis, il y a pas mal de scammers qui ont chargé. Après, scammer sur un projet à 3 millions,
Pas sûr qu'ils vont réussir à avoir un retour, sachant qu'en plus là pour le coup il y aura un petit logo bêta dessus. Donc voilà. Encore plus exclusif. Oui, après à voir dans le temps comment ça va tenir etc. etc. C'est pour ça que j'ai pas pledge sur quelque chose de plus gros que ça. J'aurais bien aimé, mais déjà j'ai pas l'argent. Mais à voir aussi comment ça va tenir dans le temps. En tout cas, ça a l'air d'avoir de l'engouement dans les salons. Puisque visiblement, entre les vidéos et tout, je pense que tu as dû le voir à l'Udiverse. Ah, Les il gens y sont intéressés. avait. Attends, que je le revois, 5. Il y avait 20, 25, 30 tables. Enfin, c'était Ouais. fou. Ils avaient. Non, il y avait plein de tables. Ils avaient un gros stand. Enfin, relativement gros pour du TCG qui est même pas sorti, quoi. Hein. Non, ça c'est un autre truc. Et avec un Kickstarter comme ça, oui, bon, ben on va le voir, on va en trouver au King Louis et il y a Carouf, quoi. C'est Il ça. y a des chances. Hein. Ah, voilà. C'est ça. À voir après, voilà, comment ça va s'étendre. Est-ce que ça va rester, pas rester Bon, en tout cas, 23 millions d'euros, ça a intérêt à tenir. Sinon, ce serait un one-shot qui aurait bien marché, tant mieux. D'ailleurs, il y avait les pledges pour les boutiques aussi, bien sûr, dedans. Voilà. Donc, voilà. Et À alors, voir dans le temps comment ça va tenir, quoi. et est-ce que, par contre, j'ai une question. Est-ce que quand on pose une carte, il y a l'illustration 2 mètres plus loin? Non, c'est pas du Là. Yu-Gi-Oh! Non, c'est comme quand Cyberpunk est sorti. Ah oui. C'est vrai. J'avais pas le truc. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des bugs? Je me suis amusé à faire un calcul, hein, on est à 561 $ en panier moyen quand même. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc j'ai pas un panier très déconnant, alors ça va. Ok, eh ben écoutez, on va enchaîner sur l'actu suivante. Alors pareil, on n'est pas forcément des grands joueurs de Warhammer, mais on va parler du retour des World Boy Orc, j'espère que je le dis bien. Après près de 20 ans d'absence, Game Workshop remet sur le devant de la scène le World Boy Orc, une unité emblématique très attendue par les fans. Cette nouvelle figurine modernisée s'accompagne d'un retour en force des capacités Psyker côté Orcs, ce qui pourrait impacter directement la méta actuelle du jeu. Ce comeback s'inscrit dans une volonté de redonner de la profondeur à certaines factions historiques, tout en renouvelant les options du jeu. Pour les joueurs Orcs, c'est une opportunité de revoir leur stratégie autour des pouvoirs imprévisibles et explosifs, une annonce qui fait déjà beaucoup réagir dans la communauté Wargame. Bon, moi je suis pas un gros joueur Warhammer, déjà pas 40k, je suis plutôt sur Age of Sigmar. J'ai déjà ma pile de la honte qui commence à s'accumuler là, sous le bureau, etc. Ouais. Mais moi, c'est plutôt en painting, je suis pas trop joueur, il faudrait que j'apprenne à jouer. Par contre, je trouve les visuels des orcs très délire. J'adore. Ah, les orcs, et il y en a un aussi récent, là, c'est un leader orc sur une moto, là, ils ont sorti, qui est complètement dingo. Également, et ouais, Warhammer 40k, ils sont en train de balancer des trucs dans tous les sens. Là, déjà, ils ont annoncé il n'y a pas si longtemps une nouvelle édition, et ils nous sortent des sets de figurines. Et le World Boy, ils ont sorti, quand ils ont annoncé la 11e édition, ils ont aussi fait un teaser avec plein de modèles 3D. Alors, c'était un truc en 3D, hein, c'était pas des figurines, et il y avait un World Boy dedans. Donc, voilà. Et très beau, hein, et vraiment, et les figurines sont complètement dingos. Et ça annonce du beau, quoi. Ça est là. Et en plus, oui, les orcs sont mis en avant parce qu'ils ressortent aussi, ils refont une campagne Armageddon. Ouais. Donc, pour les vieux, la campagne Armageddon, c'est des gardes impériaux, des Space Marines et des orcs à foison. Voilà. Et on enchaîne, du coup, on fait le point sur le marché TCG, puisqu'on a parlé de Cyberpunk. Et du coup, ce marché TCG, on en a parlé, qui est en pleine explosion, comme l'a montré ce week-end le gala de TCG à Paris. Parce que oui, en même temps que l'Udiverse, il y avait un gala TCG aussi, devenu le plus grand salon européen dédié aux cartes à collectionner avec 20 000 m² et des milliers de visiteurs. Selon les organisateurs, cette croissance est largement tirée par des licences fortes comme Pokémon, bien évidemment, véritable locomotive du secteur. Côté sortie, Disney Lorcana continue de structurer son développement avec un rythme soutenu et une nouvelle extension prévue le 15 mai 2026, marquée notamment par l'arrivée de Pixar dans le jeu.
En parallèle, le calendrier global confirme une année extrêmement dense avec des sorties majeures sur Pokémon, One Piece, Magic, Yu-Gi-Oh, renforçant la compétition entre les licences, et on pourra rajouter à ces licences, puisqu'on en a parlé, Cyberpunk. Enfin, les événements comme le Royaume du TCG, qui s'est tenu début avril avec plusieurs milliers de visiteurs, montrent que le TCG s'impose désormais comme une culture à part entière en France, entre collection, compétition et communauté. S'impose, il s'imposait déjà grandement, mais là, on peut plus faire sans dans la communauté du jeu en général. C'est clairement une part de l'ADN du jeu, et une grosse part d'ADN du jeu, puisque finalement, ça attire, je pense pas de bêtises, quasiment 50-60% de la communauté joueur en général, qui ne connaît pas le TCG. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas grand monde. Alors, sans dire d'y avoir joué grandement au niveau expert, mais effectivement, au jour d'aujourd'hui, personne ne sait pas dire ce qu'est un TCG, quoi. Du coup, c'est quoi un TCG? C'est un train à grande vitesse, je crois. J'allais dire, Ah ouais. à courte. Mais non, ouais, là, on voit, vu tous les événements de TCG, vu l'engouement, etc., vu les licences aussi qui sortent à foison, d'ailleurs d'autres qui ferment, malheureusement. Je pense à Riftbound, dont on a parlé il y a 3 semaines. Mais oui, on peut clairement plus faire sans le TCG, quoi. En tout cas dans les salons. Ah ben ça, oui. En plus avec le Pokémon qui fait l'actu tous les 4 matins, soit pour une vente record, soit pour des McDo dévalisés, soit pour... Enfin bon bref, c'est vrai que le TCG maintenant rentre dans l'info généraliste, quoi. C'est ça. Alors c'est rigolo parce que je dis fais l'actu et tu parlais des McDo dévalisés, etc. Mais ça me refait penser, c'est un petit signe aussi au décès de la vendeuse à Tokyo. Nintendo Store. Nintendo Store, ouais. Où effectivement elle a été assassinée, alors pas pour une histoire de carte Pokémon, on avait blagué sur ça, un peu pour désamorcer le truc, mais avec son ex qui était venu mettre des coups de couteau. Voilà. Mauvaise pub pour Pokémon, c'est pas leur faute. Mais voilà, effectivement, on les voit partout et pour tous les sujets actuellement dans l'actualité. Donc même pour ces sujets malheureux. Allez, on va enchaîner. On va partir maintenant sur l'actu jeux vidéo. Et on voulait vous parler d'un projet français qui s'est développé sur la plateforme Kickstarter. Vous vous souvenez peut-être du jeu Popcorn, un casse-brique culte des années 80. Frédéric Reynal avait lancé Popcorn Duel plus Spinner sur Kickstarter, une version modernisée intégrant un mode de duel et un contrôleur dédié pour Mega Drive Genesis. Le projet proposait une expérience nerveuse et arcade avec le Popcorn Spinner, une manette pensée pour retrouver les sensations des bornes d'époque. Un retour aux sources signé par le créateur de Alone in the Dark et Little Big Adventure. Cependant, selon des informations obtenues récemment, la campagne actuelle va être annulée pour être relancée avec une communication renforcée. Le créateur a évoqué ce choix via son entourage afin de mieux mettre en avant le projet et son concept. De notre côté, on a déjà proposé d'accueillir Frédéric Reynal en interview s'il veut bien venir pour revenir sur cette décision et présenter plus en détail cette relance à venir, un projet à suivre de très près dans les prochaines semaines. Pourquoi on a voulu parler de cette actu? C'est un Lyonnais. Donc c'est un Français, on est c'est Cocorico. Créateur et concepteur de jeux. Alone in the Dark, Little Big Adventure, on ne connaît pas forcément les gens qui sont derrière, et pour le coup, c'est un acteur connu, puisque David Reynal, il est très connu dans le monde du jeu vidéo et dans les 8 bits, les 16 bits, etc. Effectivement, quand on voit comme la campagne Kickstarter a marché sans com', elle a quand même, je crois, atteint les 60 000 €, quelque chose comme ça. C'est que elle mérite, je pense, et il y a de l'intérêt dessus. Elle mérite donc d'être mise en avant. Et parce que quand j'ai entendu son accent anglais, je me suis dit qu'il faudrait aussi qu'on en parle en France pour qu'il soit aidé. Parce qu'il a le même accent anglais que beaucoup d'entre nous, malheureusement. Mais voilà, je pense que c'est un projet qui mérite d'être mis en avant et pour qui il mérite de faire de la pub, parce que voilà, Cocorico, c'est français. Donc si on peut l'aider par notre toute petite tribune qui représente le Cercle de l'Aube, ça serait quand même cool pour lui. Et, ouais, bah, c'est vrai que c'est
J'ai déjà vu une interview de lui où le gars, en fait, son premier ordinateur qu'il a eu, il l'a eu en kit. Mm. Donc, il l'avait monté lui-même. Il avait fait la manette lui-même et ainsi de suite, hein. Et justement, pendant l'interview, bah, il montrait que sa première manette, c'était, bah, il avait gardé le bouton et c'était le bouton reset de son ordinateur actuel. Donc voilà, c'est le gars, c'est juste oufissime. Popcorn, faut savoir que j'y ai joué sur un ZX Spectrum 2 Plus, une machine qui ne parlera à personne. C'était un ordinateur à cassette. Voilà. Ah, Mon enfance. là, je sais pas, hein, mais je pense que je peux vous laisser tout seul parce que moi j'y ai joué. Alors, j'ai pas joué à Popcorn, j'ai joué à Pong. Allez, il y a 30 ans peut-être. Oui. Sur le truc avec les petites manettes, avec les petits ronds, etc. Je pense qu'on l'a toujours en Ardèche, dans la maison de mes grands-parents. Alors, C'était ça la doit valoir console une de mon fortune, hein. oncle. Alors, elle marche encore. Par contre, c'est un Kenex qui sert à appuyer sur le bouton. C'est trop drôle. Pour pouvoir remplacer le bouton parce que le bouton a sauté. Par contre, elle est dans un état nickel. Voilà. Mais c'est pas Popcorn, c'est un autre jeu du coup. Par contre, Ouais. pour le coup, j'aimerais quand même beaucoup déjà interviewer Frédéric Rénal pour parler un peu de son expérience du jeu vidéo. Parce que pour le coup, ça fait partie, mot péjoratif, mais des papilles du jeu. Et pour le coup, je pense qu'il a beaucoup de choses à raconter. Et puis parce que, comme tu dis, c'est un MacGyver du jeu vidéo, quoi. Le Ah mec, ouais, c'est c'est ça. c'est fou Le mec, furieux. voilà, en fait, limite, il a fait Alone in the Dark dans son garage, quoi. C'est ça, C'est juste oufissime. C'est c'est juste ça. oufissime, quoi. Et justement, il racontait que comment il a créé la peur, c'est que premier couloir que tu prenais, hop, tu le prenais en fait de compte, et puis tu tombais dans un trou, voilà, t'étais mort. C'est ça. Et puis du coup, le moindre pas que tu faisais après dans ce jeu, tu flippais. Ah, non, mais c'est pour ça, j'aimerais beaucoup qu'on puisse l'interviewer, alors pour aider son projet, parce que c'est un mec qui est super intéressant, et puis qui a un passif. Toi, Ancestral League, t'interviews beaucoup les gens qui ont un passif dans le jeu de rôle, etc. Alors nous, on interviewe tout le monde, mais pour le coup, je pense que ça fait partie des figures qui, je pense, sont hyper intéressantes à interviewer. Je regardais d'ailleurs une de tes dernières stories, t'avais parlé, je crois, de... C'est Froideval, non, je sais plus, qui est décédé là, qui faisait les Chroniques de la Lune Noire. Pareil, ça fait partie des monuments de la BD. Pareil, c'est des gens que j'adorerais ou que j'aurais adoré interviewer, avoir dans l'émission, avec qui échanger des choses un peu plus. Non, t'aurais non, pas comme ça. aimé. Ah non, j'aurais pas aimé. Non, parce que je l'ai un peu pratiqué pendant 5 mois et non, c'est un gars incroyable, mais Ouais. il est pas facile d'accès, mais alors du tout, du tout, du tout. Ok. Et si tu le rencontrer, c'est facile. Qu'il continue à te parler au bout de 4 minutes, c'est beaucoup plus compliqué. Ok. Voilà. Elle est partie maintenant, mais effectivement, j'étais un des derniers, enfin j'étais le dernier à l'interviewer et puis même un des derniers à lui parler au téléphone d'ailleurs. Ok. Ah, c'est cool. Bon, en tout cas, un grand monsieur de la bande dessinée qui nous a quittés. Voilà. On pense à lui là où il est. On espère qu'il est entre de bonnes mains. Allez, on enchaîne sur quelque chose d'un peu plus radieux. Enfin, pour le coup, plus dark. On va parler de Diablo 4 et son Oui, extension. c'est radieux. Ah, Oui, c'est pour c'est ça. radieux. On parle du jeu vidéo, c'est plus cool, mais là, pour le coup, on parle dans du dark. Et Lord of Hatred, du coup, qui arrive le 28 avril 2026 et qui s'annonce comme une mise à jour majeure du jeu. Elle poursuit l'histoire autour de Mephisto, dont l'influence menace à nouveau Sanctuaire, avec une nouvelle campagne et une zone inédite à explorer. Côté gameplay, Blizzard frappe fort avec 2 nouvelles classes dans le retour très attendu du Paladin, ainsi qu'une refonte globale des systèmes. Au programme, amélioration du loot, évolution des compétences, montée de niveau maximum avec nouveau système de crafting. L'extension introduit également un nouveau contenu endgame et des activités pensées pour prolonger la durée de vie du jeu. Alors moi, j'y ai très peu joué à Diablo 4, j'ai quand même beaucoup apprécié. Par contre, j'ai plus joué au premier Diablo et qui eux m'ont tenu des heures, parce que moi je me souviens que j'allais dans les cybercafés. Je ne sais pas si ça existe toujours aujourd'hui, les cybercafés. J'ai l'impression d'avoir 140 ans quand je dis ça, mais moi il n'y a plus de cybercafé par chez moi, et effectivement je me faisais des parties en ligne avec des collègues à moi qui eux avaient des heures et des heures de jeu dessus, et c'était vraiment un des bons souvenirs, comme Age of Camelot, comme quand on faisait du Age of Empire aussi, pareil en LAN, voilà. Mais j'ai beaucoup apprécié la licence Diablo 4 avec son retour, mais j'y ai malheureusement trop peu joué pour pouvoir m'exprimer dessus et pouvoir donner un avis sur cette nouvelle extension. Mais en tout cas, ça a l'air cool. Moi, je suis un gros fan de Diablo depuis l'origine. J'ai dû jouer 2000 heures au premier.
2000 heures au deuxième, 2500 heures au troisième et 80 heures au quatrième. Ça doit vous donner une indication sur mon avis sur le quatrième, a priori. Alors, soit c'est que t'as plus le temps, ce qui serait aussi compréhensible. Non, c'est que pour moi, c'est une catastrophe absolue. Ok. On a quitté l'esprit de Diablo. C'était déjà dur sur le 3, ils ont redressé de justesse après le hall de vente, etc. Là, ils ont redressé, la vanilla était catastrophique, puis après ils avaient bien repris une bonne direction. Mais le 4, je retrouve rien de ce qui m'a fait aimer Diablo, rien. Je suis désolé, mais vraiment. Alors l'extension, peut-être qu'il y a un miracle qui va se passer, mais j'y crois pas, j'y crois plus. Et j'ai l'impression qu'on est plus presque de passer sur un hack and slash avec une vue ISO, plus que ce qu'on avait un petit peu avec le jeu de l'époque qui ressemblait plus à un Baldur's Gate-like. En comparaison, hein, je dégrossis, mais Ouais, je prends des termes qui sont peut-être pas adaptés, mais c'est pas sur ça qu'ils se sont vautrés, ils sont vautrés sur le fait qu'on partage le serveur direct avec des gens qu'on connaît pas et qu'on n'a pas demandé, qui ont un niveau différent que nous. Moi, j'ai pas pu faire un seul world boss tranquille en essayant de voir ce que ça donnait, parce que j'étais immédiatement avec des mecs qui venaient lui poutrer la gueule en 2 secondes. Et c'est sur la structure générale du jeu où on fait 20 mètres un pack, 20 mètres un pack, 20 mètres un pack. Il y a soi-disant 120 donjons différents. En fait, c'est 5 variantes avec une part à gauche, une part à droite pour récupérer les objets qu'ouvre la porte centrale. Je sais pas, mais j'ai rien retrouvé. Tu sais, Diablo 2, c'était des maps procédurales. Diablo 1 aussi, d'ailleurs. Ouais. Diablo 3, il y avait beaucoup moins de procédural. Ça avait un peu râlé, mais il était tellement beau que... Bon, on a passé l'éponge, quoi. Mais alors, Diablo 4, la cata... Enfin, je sais pas. Je suis devenu trop vieux pour ces conneries. Mais moi qui étais un fan absolu de Diablo, qui passait des heures et des heures et des heures et des heures, j'ai même pas pu continuer. Je me suis forcé au début, puis après j'ai arrêté. L'histoire, et en 80 heures, j'ai fini l'histoire. L'histoire est pas... fait short. est très... Ouais, enfin, on parle de Diablo 1, le gars à la fin, il se barre, il se plante la pierre dans le front, ça devient le mec qu'on suit dans Diablo 2. Enfin, la licence était exceptionnelle en fait. Et Diablo 4, bah, j'ai trouvé ça naze. Voilà, faut pas vous mentir, j'ai trouvé ça naze. Donc, et je suis pas le seul en vrai. Je sais pas ce que l'extension apportera. J'espère qu'ils vont élargir un peu le truc et répondre à des problèmes, mais ils partent de trop loin, je pense. Ils partent de trop loin. Après, ça a son public. Hein. Ouais. Et ceux qui ont aimé Diablo 4 vont sans doute aimer la suite. Mais il faut avoir aimé, ça va pas changer radicalement le jeu, je pense. Bon. Donc avis mitigé sur cette nouvelle extension, alors que ça sûrement très bien, mais le jeu en lui-même a un avis plutôt mitigé de ta part en tout cas. De ma part, après ça engage que moi, hein, bien sûr, mais... Après, on va pas se mentir, hein, depuis le rachat par Activision, Blizzard, c'est plus ce que c'était, hein. Voilà. On sait qu'il y a un passif derrière dans les équipes, les problèmes de relations entre le personnel, les femmes notamment, tout ça, on connaît tout ça. Hein. Et donc, il n'a pas été créé dans une ambiance optimale. Bah, c'est ça. Allez, alors je coupe pas la discussion parce qu'elle va partir sur quelque chose de très intéressant, mais on est déjà en retard de presque 10 minutes. Donc j'enchaîne, je suis désolé. On part du coup chez PlayStation et on va parler de Saros qui est prévu pour le 30 avril 2026 sur PlayStation 5. Nouveau jeu de Housemarque, le studio derrière Returnal. On y incarne Arjun Devraj sur la planète Carcosa, dans une action game sci-fi à la 3e personne pensée comme une expérience solo intense. Contrairement à Returnal, chaque mort permet ici de revenir plus fort avec des améliorations permanentes sur l'équipement et l'armure. Le jeu mise aussi sur la personnalisation, des combats nerveux et une ambiance de cosmic horror très marquée. Une sortie à surveiller de près pour les amateurs d'action exigeants et de SF sombre. Moi, visuellement, il me fait kiffer à mort. Hein. Très honnêtement, je pense que je vais le prendre à la sortie. Vraiment, il est très beau visuellement. Alors, pour les gens qui ont apprécié Expédition 33, etc., moi, je trouve les visuels assez proches. Et je trouve que c'est hyper nerveux, quoi. Ça a l'air d'être dans une violence inouïe. En tout cas, au niveau visuel. Après, on verra ce que ça donne vraiment, mais... Ouais, il y a un côté boulette L à l'image. Ouais, vraiment, voilà, on a l'impression d'être dans un shoot 'em up, sauf qu'on n'est pas un petit vaisseau cette fois-ci. C'est ça.
On est un tireur à la troisième personne sur une planète étrange. Ouais, ça a l'air à la fois aussi très proche de Returnal aussi. Ouais. Bon, après, c'est la même équipe. Ah, Enfin, c'est le j'allais même. j'allais dire, on sent Ouais, voilà. l'accroche, hein. L'affiliation, ouais, voilà, est évidente. C'est ça. Ah ouais, c'est très intéressant tout ça. Bon. Je propose d'enchaîner, comme ça on rattrape les sujets et on va aussi aller sur du multiplateforme. Désolé pour Nintendo, vous n'êtes pas concerné, mais sur PS5, Xbox Series X et S et PC, on va parler de 007 First Light, plateforme et info-clé confirmée, attendu le 27 mai 2026. 007 First Light sortira sur PS5 du coup, Xbox Series X et S et PC avec une version Nintendo Switch 2 prévue plus tard dans l'année, donc ne désespérez pas côté Nintendo. Développé par IO Interactive, le jeu proposera une origin story de James Bond avec un gameplay mêlant infiltration, action et gadgets. Le titre vise une expérience solo immersive dans la lignée des productions du studio, avec une mise en scène très cinématographique et un Bond plus jeune et en formation. J'ose espérer que ce sera un bon James Bond, parce que moi j'ai adoré la licence James Bond, et notamment le GoldenEye de Nintendo 64. Donc j'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien, et que ce sera pas juste du fan service entre guillemets. Voilà, j'en attends beaucoup, en tout cas du gameplay du jeu en lui-même. Visuellement, ça a l'air très beau, mais encore une fois c'est de la cinématique. À voir le gameplay et ce qu'ils vont nous proposer réellement dans l'assiette, quoi. Un avis sur les licences James Bond et sur ce jeu à venir? Ça a l'air Un sympa. bon en jeu tout James cas. Bond, ça peut être sympa. J'ai Il est l'impression qu'on sympa, retrouve un le- peu un shooter à la. Alors j'allais dire à la Tomb Raider, mais c'est le côté masculin que j'essaie de chercher. Il a l'air sympa ce nouveau Uncharted. Uncharted, exactement. J'ai l'impression qu'on retrouve un Uncharted. On est bien d'accord. Uncharted, ouais, voilà. Voilà. À voir si ils nous revendent un Uncharted à la sauce 007. Voilà, je sais pas. En tout cas, ça y ressemble beaucoup. Si le gameplay ressemble à ça, ça va être un Uncharted. Bah, l'idée de partir sur un James Bond plus jeune dans sa formation, je trouve ça intéressant en fait, au Je niveau trouve narratif. je trouve l'idée drôle aussi. Il y a plus de marge parce que le James Bond de plus en plus vieux, à fur et à mesure des histoires, bon, heureusement il est immortel, on va dire, parce qu'on voit qu'il vieillit jamais. Mais là, partir sur quelque chose où il peut aussi avoir des faiblesses peut être intéressant. Ouais. Pas comment Alors, gérer ça. Ce qui est rigolo, j'allais dire une connerie, mais on va le faire en déambulateur après. Et j'arrive plus à retrouver ce film où c'est des anciens tueurs à gages qui sont à la maison de retraite. Je crois que c'est Red. OSS Ouais. 117, il y a une course-poursuite en déambulateur. Donc ça va finir comme ça. Donc effectivement, il nous fallait un petit peu de sang frais, c'est pas mal. Tu as dit c'était une scène excellente. La course-poursuite en déambulateur C'est d'OSS génial. 117. C'est génial. Allez, on enchaîne sur une autre news attendue pour le 12 mai 2026. Directive 8020, qui est un nouvel épisode de la série The Dark Pictures Anthology, développé par Supermassive Games. Le jeu se déroule dans un vaisseau spatial où l'équipage fait face à une menace inconnue dans une ambiance mêlant science-fiction et horreur psychologique. Fidèle à la formule, le titre proposera une expérience narrative basée sur les choix et conséquences où chaque décision peut mener à la survie ou à la mort des personnages. Prévu sur PlayStation 5, Xbox Series X et S et PC, le jeu mise sur une mise en scène cinématographique et un casting travaillé pour renforcer l'immersion. Et effectivement, vous verrez, quand vous verrez les morphings, qu'il y a des acteurs connus qui ont joué les personnages directement. Donc c'est en ça qu'on parle de casting travaillé pour le coup. Visuellement très beau, j'espère qu'il y aura une tension un petit peu à l'Alien, des choses comme ça. En tout cas, ça a l'air d'être un petit peu dans cet esprit-là, avec peut-être un côté plus lumineux qu'un Alien, pour le coup, et peut-être un peu plus de violence, puisque visiblement, il y a quand même des grosses parties de combat un peu nerveuses. Bon, il y a un peu du Resident Evil aussi, je pense, dans l'idée. Voilà. C'est le genre de jeu qui pourrait vous botter, ça? Pas du tout. Non, bah, j'aurais moi, pas le temps. C'est pas un problème de qualité, c'est que moi, comme ça fait trop peur, les jeux. Ah, J'ai beaucoup d'imagination, alors Ah. dans les jeux d'horreur, j'ai passé l'âge de sursauter devant l'ordinateur à Alors, 2h du matin. je te comprends parce que moi, quand j'ai regardé Mirrors, le film où justement, faut pas voir son. J'ai pas pu regarder Mirror pendant un mois. Le reflet de mon visage, je tournais la tête, je me disais, oh putain, non. Ouais, Je comprends le traumatisme.
Je vois déjà dans l'annonce qu'ils ont l'air d'être. Ils ont mis le paquet sur le flippette, la Ouais. flippette dans les couloirs et moi je peux pas ça, je suis désolé. Je suis une flippette. Je sais pas, sur le trailer, ça pétarade pas mal quand même, hein. Ça envoie pas mal. Je pense qu'il y a des petites phases de combat un peu Je nerveuses, sais mais par pas s'ils contre, sont plus action il y a ou l'air d'avoir du flippette à la flippant Dead aussi, Space quoi. par exemple. Ah, Je sais pas. peut-être aussi, Ouais, ouais. je fais déjà des bons quand je vois des ghouls dans Fallout 4, moi alors faut arrêter. Effectivement. Effectivement. Là, Mais ça ceux va qui être. kiffent ça, à mon avis, il y a un truc sympa là. Ouais, et puis graphiquement, il a l'air très très beau. Les ombres, les effets de lumière et tout, il y a beaucoup de belles choses, je pense, dedans. Donc, ouais, Ah bah, il a l'air pour les vraiment gens très. qui ont réussi à vendre un rein pour s'acheter la carte graphique qui va avec, a Oui, priori, aussi. parce que là en ce moment ça picote quand même, Oui. mais le jeu a l'air chouette. Ouais. Allez, on part chez Nintendo parce que ça a été presque les grands oubliés des actus de ce jour. On va parler de la Nintendo Switch 2 et de Yoshi Switch 2. Le jeu Yoshi and the Mysterious Book est attendu le 21 mai 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Dans cet épisode, Yoshi explore une encyclopédie vivante où chaque page devient un niveau rempli de créatures aux capacités uniques à utiliser pour résoudre des énigmes. Le jeu mise sur un gameplay de plateforme accessible et créatif avec une direction artistique inspirée du stop motion, fidèle à l'identité visuelle de la licence. Un titre pensé pour un large public qui s'annonce comme l'un des gros jeux familiaux de la Switch 2 au printemps 2026. Alors, je vous demanderai peut-être pas votre avis sur Yoshi en lui-même ou sur le jeu Yoshi ou sur le jeu tel qu'il a l'air d'être affiché, mais moi j'aimerais bien un petit avis sur la bataille qui s'annonce entre la Nintendo Switch 1 et la Nintendo Switch 2, les portabilités. Est-ce qu'on va vers potentiellement un oubli de la Nintendo Switch 1 et vous pensez qu'il y aura plus que des jeux en Nintendo Switch 2? Voilà, c'est un petit peu le combat, savoir un peu votre avis et votre pronostic pour l'avenir. Là, de disons faire que là, avant une compo. Ouais, vas-y. Ouais, bonne question. C'est la première fois que Nintendo se fait autant concurrence à lui-même On est d'accord. dans des consoles qui ont de générations successives. Va savoir comment il va réagir. Moi je suis Nintendo depuis la NES, hein, je les ai toutes. Pour moi, on ne peut pas savoir comment Nintendo va se comporter. J'aurais tendance à penser qu'ils vont sacrifier la Switch 1 en disant on passe à la suite. Ils ont toujours fait comme ça jusqu'à maintenant, donc il n'y a pas de raison que ça change. Mais c'est aussi la première fois où des jeux peuvent être compatibles avec les deux sans. Donc, ouais, c'est un peu de la Oh. prédiction de Madame Irma, ça. Hein. Bah, ça, la rétrocompatibilité, ils l'avaient déjà fait. Mais là, c'est vrai que là, ça y est, ils ont acté le fait qu'ils passaient à la Switch 2. Enfin, Je trouvais le voilà. catalogue très pauvre côté Nintendo Switch 2 depuis son démarrage. Et là, effectivement, on commence à mettre le pied dedans. Et j'ai peur qu'il y ait plus de Nintendo Switch, quoi. On passe direct à la 2, on l'oublie, quoi. Ou éventuellement, il y en a qui parlent de peut-être se servir de la Nintendo Switch comme un accessoire avec la connexion, quoi. Mais pour la faire survivre. Mais oui, non, mais à un moment, il faut passer à autre chose. Elle a quel âge, la Switch? Elle a 8 ans? Je pense, oui. Et Ouais, 10 maintenant, ans. ouais. Bon, c'était déjà pas un foudre de guerre à l'époque. Là, elle commence à tirer la langue fortement. Donc, ouais, ils actent. Maintenant, ils marquent le pas. Et donc là, il y a déjà eu un Pokémon sur 2 consoles, mais ça sera fini. Et le Mario Kart, il est que sur Switch 2. Et le Donkey Kong, il est que sur Switch 2. Et les jeux, maintenant, ils seront que sur Switch 2. Voilà. On parlait, avant de sa sortie, on parlait d'une Switch Pro, potentiellement. Donc je pense que la volonté, c'est d'aller aussi vers des AAA et des choses comme ça. Ce qui est assez logique, voilà. finalement. S'ils veulent la vendre massivement, et c'est pas encore arrivé, la vente massive, il faut qu'ils aient des exclusivités qui tournent que sur Switch 2. S'ils continuent à faire des choses qui tournent sur Switch 1, c'est pas ça qui va pousser les gens à C'est passer le ça. cap. Et l'investissement en R&D, bah, ils vont vouloir, enfin R&D, sans te parler, mais ils vont avoir besoin que ça enchaîne sur la Switch 2 et ils vont pousser à mon avis, les boîtes d'édition à pousser les capacités de la console pour qu'on ait un intérêt à passer sur la nouvelle. Hein, mais, Bah, c'est De toute ça. façon, j'ai vu 2-3 infos. Ils parlaient de faire des remakes de The Witcher 3, de potentiellement prendre le The Witcher 4 qui doit arriver dans quelques temps, de le mettre dessus aussi. Enfin voilà, ils vont être obligés d'aller voir des trucs concurrencer Witcher des 3. PS5 et des Xbox. Le Witcher 3 tourne sur Switch. C'est un exploit. Oui, mais là, ils parlaient de faire un remake justement d'un truc encore plus augmenté, quoi. Donc, Bah à oui, voir. bah, il y a un moment, il faut.
Puis ça y est, les early adopters l'ont. Ça y est, les gens qui Ouais. qui étaient prêts à l'acheter quoi qu'il arrive l'ont. Maintenant, il va falloir convaincre les parents qu'il faut acheter une console pour le gamin. C'est-à-dire que la Switch Lite, là, qui était pas chère, qui pouvait traîner sous le siège de la voiture et avec les miettes, maintenant, il va falloir la remplacer par un truc à 450, 500 balles, Oui. peut-être plus. Maintenant, il faut convaincre les parents d'acheter. Donc maintenant, il faut faire des jeux Yoshi et il faut pas qu'ils soient compatibles sur la Switch 1. Sinon, les parents, ils regardent le prix, ils Pas gardent la Switch convaincu, on 1. est d'accord. Ben ouais. Moi, à titre personnel, je suis comme bien refroidi par la Switch 1, comme la plupart des Switch qui ont un peu travaillé, à cramer au niveau du port de charge, etc. quoi. En vrai, Ouais. j'ai des GameCube qui tournent depuis longtemps, j'ai des NES qui tournent depuis longtemps, des Super NES, des Nintendo 64 et tout ça. La Switch est la première qui a crevé au bout d'un an et demi d'utilisation, quoi. Donc, Après, aller est-ce que refoutre près de 500 balles dans une console aujourd'hui, moi je me tâte, hein. est-ce que Nintendo a pas fait ça aussi pour suivre face au marché des Steam Deck, des choses comme ça aussi? Parce que finalement, si on nous ressortait éternellement des GameCube et des Nintendo, est-ce qu'ils auraient survécu face à des PS5 et face à des Le, Xbox? le Je fait suis aussi, c'est moyennement sûr, quoi. le fait aussi que la Switch aussi, il y a aussi sa gueulée en interne aussi pour développer les jeux. Hein. Oui, bah, il y avait pas assez de puissance. Il y avait beaucoup de choses. Il y a un moment, ça gueulait Vraiment, aussi. tu peux pas toujours ramer, quoi. Mais Non, mais voilà. Non, mais au moment, il faut sortir un truc. Enfin, tu peux pas. Et oui, et puis ça leur permet d'accueillir plus facilement les indés encore et de prolonger. Et maintenant, dire bon, ben, de quoi vous avez besoin pour jouer? Ben, vous avez besoin d'une prise de jeu et un PC. Et voilà. En fait, bon, maintenant, avec le prix de la RAM, je sais pas. Mais voilà. et Ah, puis moi quand je tu pense qu'ils commences prennent, à ils prennent la mauvaise direction avec les Switch en fait, parce que des jeux comme d'une esthétique proche de Yoshi, en fait, on est ça sur des portables aujourd'hui, donc Eh ben, la Switch, je c'est vois pas quoi? l'intérêt. Et puis, tu vas tout de suite sur Amazon, tu vas trouver 15 modèles de petites manettes qui marchent en Bluetooth et qui marchent nickel. Et est-ce qu'on a besoin d'une Switch? En vrai, non. Ah, je me suis fait sortir, je crois. Non. Non, non, il y a un non, truc Comment là? sur le. Non, ça m'a fait Non, ding non. ding. Mais pour moi, je préférais qu'ils me ressortent un cube avec 4 prises de manette dessus pour qu'on refasse des Mario Party qui ont de la gueule. Qu'ils nous sortent des Mario Party avec 15 maps et plein de mini-jeux sympas, des jeux de course, des jeux de Yoshi, des jeux de Mario, des jeux de Zelda, ce qu'ils savent faire. Et c'est ça qui fait qu'ils peuvent rester sur le marché. T'es pas en nous ressuçant des jeux éternellement. Witcher 3, je l'ai en version donnée par Steam pour l'achat de 2 baguettes de pain. Ça va au bout d'un moment. Faut arrêter quoi. Les ressucés de jeux vidéo il y a 20 ans, remasterisés, c'est pas ça qui va sauver une console ou une entreprise de console quoi, à un moment donné. Ouais, ils vont refaire un Skyrim sinon sur Switch 2. mais c'est sûr. Oui, ouais, voilà, Skyrim, voilà. Et puis Nintendo, c'est pareil, on se lasse au bout d'un moment. Je veux dire, ils sortent une nouvelle console. Bon, on attend le Zelda, on attend le Mario Kart, on attend le Mario Party. Après, on attend le Yoshi, le Mario. Et puis une fois qu'on a fait ça, on change de console, quoi. Au bout Tout à d'un fait. moment, et c'est mal barré. Moi, j'adore Nintendo, hein, mais c'est mal barré en vrai. Parce que les consoles sont chères et puis qu'ils se sont mis dans des contraintes. Rester dans le transportable et dans le portable, ça fait des consoles qui sont pas puissantes. Il y aurait, à mon avis, un marché très intéressant sur la console raisonnable, autour de 300 balles avec du composant dans un petit cube comme ils avaient fait la GameCube, et puis on branche les 4 manettes dessus, et puis on fait des Mario Party, ça irait très bien. Ouais, Ils nous emmerdent alors, avec leur écran déporté. C'est vrai. c'est vrai. Ouais, moi je sais pas. Après, peut-être qu'on aura une Switch de Lite, peut-être plus tard, mais quand le prix de la RAM aura rebaissé, peut-être. Et Ouais, la light de la relight, et à bout d'un Ouais, moment, ouais. c'est pareil, ça les variations, faut qu'ils arrêtent, quoi. La Switch brouette. La Switch brouette, ouais. Au final, ça aurait été une Game Boy de luxe en fait. Oui, c'est ça. C'est une Game Boy Pro. Voilà. Alors c'est bien hein, qu'elle existe, mais moi ce qui me manque, c'est une console de salon qui, parce qu'elle n'est pas miniaturisée et qu'elle n'a pas de batterie interne, etc., va coûter beaucoup moins cher et va avoir plus de puissance pour le même rapport de financier. Et ça me gêne pas, moi, de jouer un Yoshi tout coloré et un Mario tout lissé en mode dessin animé. Ça me gêne absolument pas d'avoir un vrai palier par rapport à une PS5 qui est un PC de jeu. Je préfère autant qu'ils restent dans leur monde coloré et tout, mais qu'ils fassent le job, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de nous vendre une console 500 balles qui est fragile, somme toute, parce qu'en fait, on a tous les mêmes problèmes. Les Joy-Con sur les côtés, ça tient plus, ça casse, on les change.
la batterie s'use, le connecteur d'USB déconne. Bon, au bout d'un moment, voilà, enfin, je sais pas, je pense pas qu'ils prennent la bonne direction Nintendo en s'entêtant sur un simple upgrade technologique d'une console qui a pas repris le marché, quoi. C'est vrai. Eh ben, messieurs, je vous propose d'enchaîner sur l'actu ciné et série. Ah, On n'est pas si loin du jeu vidéo finalement, vous verrez dans un des sujets. ouais. Et on enchaîne du coup avec l'actu ciné-série, et je vais donner la main à SOS Norkiz qui va nous faire la présentation des sujets. Et oui, présentation des sujets. Alors, donc sujet, on a 3 sujets qu'on va voir les uns après les autres. Je vois qu'on a recours. Oui, ok, donc ça c'est le prompteur. Non, oui, alors on a un sujet, donc c'était la semaine dernière, on avait droit à la CinemaCon 2026, voilà, qui est la grande conférence des exploitants de salles, et donc tous les studios de cinéma sont venus présenter leurs nouveautés, leurs blockbusters, tout ça pour convaincre un peu pour les exploitants de salles que tout va bien, qu'on va faire plein de pognon et avec des super licences. Et donc, bon, on pourrait passer des heures à parler des nouvelles licences comme Avengers, Godzilla Minus Zero, Street Fighter, Mortal Kombat, l'Odyssée, Disclosure, Dune Partie 3, mais on en a choisi un. Un seul film pour les réunir tous, et dans la parodie Les Trollés, c'est le retour d'un vieux film 40 ans après, c'est Spaceball 2. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Bien Ouais, sûr, oui, bah oui, oui, bien sûr. évidemment. Spaceball, donc le film d'il y a 40 ans de Mel Brooks, voilà, qui a été annoncé, qui a été confirmé avec un teaser cette fois-ci. Donc cette parodie de Star Wars revient. On a un titre cette fois-ci. Alors ça ne s'appelle pas Spaceball à la recherche de plus d'argent, comme c'était prévu il y a 40 ans pour faire un gag, mais ça s'appellera Spaceballs The New One, parce que c'est exactement comme l'ancien, mais en nouveau, tout simplement. C'est produit par Amazon, et on va avoir donc une parodie toujours de science-fiction, toujours Star Wars, mais peut-être aller plus loin, parce que dans les extraits qui ont été présentés, on voit passer un avis d'Avatar. Il semblerait aussi qu'il y ait des parodies sur Harry Potter aussi, donc ça va taper très très large en matière de science-fiction. Donc une œuvre actualisée qui ne va pas rester dans le formol, et ça c'est plutôt prometteur. Au casting, on aura donc les anciens, on aura Mel Brooks qui sera là, on aura Rick Moranis qui est de la petite boutique des horreurs, Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ça vous rappelle des trucs, les vieux, comme moi? Bien sûr. Bah oui, Et ils l'ont sorti de sa retraite, bien là, c'est sûr. dingue. Voilà, donc, et on parlait de valise de pognon, effectivement, dans le teaser, Mel Brooks nous disait, oui, voilà, on a trouvé la valise de pognon, effectivement, donc on va pas l'appeler la valise, comment trouver du pognon. Voilà, donc ça promet d'être absurde, ça promet d'être méta, ça promet de tout taper en dérision, et ça fait très envie. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Comment est-ce que vous accueillez la Euh, nouvelle? moi, je suis ultra fan de Spaceball. Je vais y aller, et si c'est mauvais, j'y retournerai pour être sûr. C'est c'est pas compliqué, voilà, ça fait partie des trucs que je kiffe depuis des années. Ah oui, alors, ben, c'est encore une suite, hein, ils ont encore ressuscité un truc, mais comme c'est des mecs qui se foutent de la gueule des gens qui ressuscitent des trucs, à la limite, ça peut passer. Hmm. Mais oui, ça va. Honnêtement, ça sent le scary movie like entre guillemets. Moi j'adore. Déjà les scary movies, j'ai adoré, même si c'était débile. Alors là, je re-signe. Oui, enfin, ça, c'est dans la grande tradition des As, hein, cet C'est humour ça. burlesque et aberrant, Oui. et c'est génial, mais voilà, j'attends de voir ce qu'ils font cette année. Moi, j'ai adoré Spinal Tap 2, qui a joué à fond la carte, je sais pas si vous connaissez. J'ai vu passer Vincent les Castel. extraits, j'ai jamais vu, mais non, j'ai jamais vu, mais j'ai vu passer les extraits. Bah pareil, ils ont fait une version pas 40 ans après, et ils ont joué le jeu à fond du vieux, quoi. Ils sont vieux, quoi. Et je me suis éclaté à regarder ça, même si c'est pas sorti en France au ciné, je l'ai eu direct en Blu-ray. Mais là, faut aller voir. Faut aller voir ce que ça donne, faut leur donner une chance, quoi. Et en Une espérant chance de qu'on bien ait, rigoler en ce moment, je pense que ça se prend, quoi. un Once World 3 ou 4 ou 5, ça aussi, ça serait cool. Non, c'est mort. C'est mort. Mais il y a eu un script, hein, pour Wayne's World 3 dans lequel il se mettait à YouTube et c'était une cata.
J'aurais adoré voir ça. Je suis Ça un aurait grand été fan de... génial. comme vous le devinez, vous le savez sur ma chaîne, je suis un métalleux à la base. Et moi, Spinal Tap, Wayne's 1, Wayne's 2, même Spaceball, tout ça, c'est ma culture de base en fait. Et Wayne's faut oublier, Mike Myers, il a pris sa retraite. Ah ouais. Ouais. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec le sujet suivant, toujours à la CinemaCon. Alors, ça parle beaucoup jeux vidéo, et bien ça parle toujours jeux vidéo, avec Nintendo qui nous a fait une annonce. Enfin, c'est plutôt Sony qui bosse avec Nintendo pour produire les films, hein, parce qu'on connaît le gros succès de Mario actuellement. Ben là, cette fois-ci, c'est le film qui est attendu, qui fait parler de lui. À la CinemaCon, Sony a annoncé la date de sortie, enfin, du film Zelda. Le film, alors là on a une magnifique image, c'est du fake, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de Nintendo Cinematic Universe officiel. Je tiens à vous rassurer tout de suite. Quoique ça va arriver, mais Ouais, c'est en train de se mettre en place tout c'est en train de doucement. se mettre en place. Voilà, donc la date est annoncée le 7 mai. Alors, donc voilà, vous savez que cette année on fait les 40 ans de la licence Zelda, et donc on va pas sortir le film pour les 40 ans, on va le sortir pour les 41 ans, c'est-à-dire le 7 mai 2027 aux USA et le 5 mai 2027 toujours chez nous en France. Voilà, c'est un film produit par Sony qui, je vous l'avoue, moi, me fait un peu peur parce que je vois que c'est réalisé par Wes Ball qui a fait alors La Planète des Singes, le Nouveau Royaume que j'ai pas vu, mais qui a fait les Labyrinthes, et ça c'est pas super rassurant. Et au scénar, on a Derek Connolly qui a brillé avec les Jurassic World. Donc voilà. On retourne Ouais. Jack Black en Ganondorf. Telle est la question. Ça changerait tout. Ça changerait tout. Voilà, pour petit rappel, tant qu'on est dans le Mario Cinematic Universe, Mario, actuellement, c'est 1,3 milliard au box-office dans le monde, donc États-Unis plus le monde entier. Et il sort là ce week-end au Japon, donc c'est pas fini. C'est colossal, voilà, c'est vraiment incroyable. Et c'est pas fini parce que Jack Black nous avait tweeté par erreur rendez-vous en printemps 2029 pour la suite. Bon, on a vu la fin du film, si vous avez vu les post-crédits, vous savez qu'il y a un 3 qui devrait arriver. Et Nintendo a déposé le copyright, donc c'est pas officiel, mais ça parle, pour un film Donkey Kong. Voilà, il a déposé les titres et les noms. Donc il risque d'y avoir prochainement un Donkey Kong movie. Est-ce que vous êtes hypé par ce Nintendo Cinematic Universe qui arrive? Moi, je pense qu'il faut vraiment aller voir Spaceball 2. Voilà. Voilà. Ouais. En vrai, ça sent pas bon en fait. J'ai regardé le premier Ah. Mario, j'ai passé un bon moment. J'ai pas vu le deuxième et je serais curieux de le voir. Mais Zelda, ça commence. Là, ça commence pas. Et puis en live action, Pas bon quoi. Et puis en Donkey Là, Kong, ouais, je suis pas. Alors peut-être que les enfants vont adorer, mais moi perso. Moi, C'est un projet personnellement, casse-gueule, hein. déjà, je vous mets un trigger warning. Toutes les vidéos que vous avez pu voir sur internet de la cinématique de Zelda, c'est de l'IA, hein. Donc sachez que c'est pas les vraies images du film. j'ai Pour autant, rien par vu, contre, il y a donc, eu un. Pour autant, il y a eu un vrai leak, par contre, je crois, qui a été tweeté il y a pas très longtemps, où là, c'est pas de l'IA. Et on voit la princesse Zelda passer dans la forêt, aller à son Ouais. cheval, il y a l'équipe technique, etc. Voilà. A priori, le tournage serait terminé. Il Donc, est terminé. Ils ont annoncé, il s'était tourné en Nouvelle-Zélande, et ils ont annoncé là pendant la CinemaCon que le tournage était terminé. Voilà. À voir, est-ce qu'on va se faire un Seigneur des Anneaux Zelda World's Awakening? Je sais pas si ça va être ça un petit peu. À voir ce que ça va donner. Mais effectivement, j'ai très peur des live action en général. Et je pense que celui-là sent pas très bon. Voilà. Bah, Ouais, d'autant ça- qu'il y a une difficulté majeure quand même. C'est que Link, il parle pas pour qu'on puisse C'est se ça. projeter. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? D'ailleurs, on aurait pu faire un 18-20 Link-like. C'est-à-dire tout le long, on fait des. Ça, c'est un porno, monsieur. Ça a rien à voir. voilà. Après, Non, on peut mais- espérer en fait qu'ils reprennent le personnage qu'on avait dans l'animé de l'époque. Ouais. En fait, il y a deux possibilités. Soit le film est Excuse réussi me. et les gens vont. Ah, pardon. Princess. Il y a deux possibilités. Soit le film va être réussi et les gens vont hurler parce que c'est pas Zelda. Soit le film va être raté parce qu'ils vont vouloir coller à Zelda et que c'est pas métable en film.
Mais déjà, ils vont coller auquel? Parce que déjà, il y a des théories de fans dans C'est la tous les question. sens, parce qu'il a une tunique, donc c'est un peu comme Breath of the Wild. Ouais, mais sur un clap, il y a un artwork où il est sombre comme dans Twilight Princess, donc en fait, peut-être que Ouais. ou peut-être que ça va être un gros medley à la Mario qui vont tout mélanger et bon, voilà, de toute façon, Zelda, c'est quoi? C'est un mec qui court pour sauver une princesse, il passe des donjons, il tape des mots-gobelins et il y a Ganondorf à la Non, fin, quoi. ça c'est Mario, je crois. Ah bah c'est la même chose Ouais, en fait. c'est Ouais, mais c'est pas les mêmes non, mais animations. oui, en plus! Ouais, bah, Mais c'est vrai que c'est très piégeux, quoi. Et le pire, c'est que je vais quand même aller voir ce que ça donne, en fait. Oui, mais pour la licence en fait. Parce que par exemple, les 1,3 million de Mario, en fait, c'est vraiment, enfin, on se rend compte aujourd'hui que les gens se posent plus la question, quoi. Il y a un truc qui a l'air de pouvoir être bien, tout le monde va le voir, même si c'est pas ouf, quoi. Et bah, en c'est même temps, ils ont été bien habitués avec le Marvel, hein, donc ah voilà. oui, oui, moi j'ai On va avoir des pleuré à la trucs fin. moyens. Alors Tout ça moi pour ça. je peux pas être objectif parce que moi, hormis les derniers là, mais j'adore Marvel donc voilà. Donc pour ce côté-là, je suis Mais pas objectif. Mais en j'adore fait, Marvel, mais on a été habitué à la médiocrité avec les films, hein, c'est ça. Mais en fait, ce qui fait qu'on adore, je pense en général Mario et Marvel et d'autres licences, c'est que McDo fait des goodies dans les Happy Meal quoi. C'est ça en Il y fait a un qui peu fait de qu'on ça, aime ouais. les jeux vidéo, etc. C'est parce qu'il y a des goodies qui sortent de tous les côtés quoi. Et c'est ça qui fait qu'on va voir les choses, malheureusement. Moi, j'ai qu'une seule Ouais. une seule phrase à dire pour parler de Marvel, c'est Hulk a peur d'aller à la bagarre, sérieux? C'est Écoute, sérieux? c'est Les un gars, Oui, ils Hulk. sont bah censés. évidemment, c'est Non, mais ça. en vrai, j'étais tellement déçu sur la fin que j'ai laissé tomber, moi. J'ai même pas vu les mauvais films, en fait, et les mauvaises séries parce que j'ai laissé tomber à Endgame. Donc, Tu m'étonnes. mais là, Et la encore. problématique, il y a de présenter déjà plein de films à la suite, là, Mario, Nintendo, ils sont en train de chercher, à mon avis, du flouze, là où Ah ils mais l'ont plus dans les consoles, en fait, hein. c'est du fan service. C'est clairement on part dans le fan service les deux pieds dedans. C'est dommage parce qu'il y a des belles choses à faire, mais on part sur du fan service là, clairement. En Ah vrai, ben, on va en bouffer, hein. j'aurais préféré un Luigi Mansion. Honnêtement, je pense qu'on attend tous un Luigi Mansion. Ouais, Vu les petits signaux qu'on a eu au fur et à mesure avec les réactions de Luigi, on aurait plutôt attendu ça. C'est ouais, des D'autant puis, choses. qu'il a été complètement zappé dans le premier film Mario. Donc, Oui, ouais, ouais, moi j'aurais préféré un Luigi Mansion avec une ambiance à la Scooby-Doo. Je serais allé voir ça avec plaisir. ça aurait été bien cool. et il y avait un potentiel de vrai film en fait. Parce que t'as un décor, t'as Des peut-être fantômes, une histoire. des fantômes, tu peux caler une histoire là-dedans, quoi. Mais après, En c'est plus, ça aussi qui. on aurait pu caler un truc où tu aurais eu l'espèce de préquel de Luigi qui se fait enfermer et qui essaye de s'évader de la prison. Messieurs, Vivra verra. qui vivra Oui. verra. Messieurs, je vous propose de terminer ici et d'enchaîner sur l'actu de l'invité, notamment l'interview de l'invité, puisque aujourd'hui on reçoit Ancestral Geek, dont on va faire l'interview. C'est parti. Et aujourd'hui, du coup, on accueille Ancestral Geek, créateur de contenu passionné qui partage depuis plusieurs années son amour du jeu de rôle avec une approche très personnelle. Sur ta chaîne YouTube, tu proposes des chroniques JDR, des retours d'expérience de rôlistes et des analyses racontées avec humour et autodérision. Tu explores beaucoup la nostalgie du jeu de rôle, tes souvenirs de parties, ta collection, avec un ton qui parle autant aux vétérans qu'aux curieux qui découvrent le hobby. Tu as utilisé d'ailleurs un terme qui était très juste dans tes réels, qui je trouve te qualifie très bien, qui est celui d'archéo-rôliste. Est-ce une bonne définition de ton profil, de ce que je viens de dire? Oui, oui, tout à fait, oui. Alors je C'est tiens à c'est- dire qu'archéroliste, c'est pas moi qui ai inventé ce mot-là, mais il m'a semblé tellement correspondre qu'effectivement je l'emploie en permanence. ok. C'est très dégrossi, hein, comme c'est très généraliste le détail. Il y a beaucoup de choses que tu fais à côté. Tu as mis notamment que tu ouvrais un studio il n'y a pas si longtemps. On en reparlera peut-être Exact. plus à la fin. Tu parles beaucoup de ton vécu de rôliste. Qu'est-ce qui t'a donné envie de transformer ces souvenirs en contenu? Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la création de contenu, tout simplement? Bah, l'histoire est mignonne, alors je la raconte des fois. Je faisais de l'animation dans une taverne médiévale, jeu de rôle, dans lequel on passe de niveau, etc., quand on boit des boissons. Euh, et, euh, et en fait, il y avait des jeunes, vraiment des jeunes de 18-25 ans, parce que je suis plus vieux que j'en ai l'air,
qui me posait beaucoup de questions. Mais c'était comment le jeu de rôle dans les années 80? Mais c'était comment Donjon au début? Et puis j'en racontais. Puis j'ai passé des soirées entières à leur raconter. Puis jusqu'au moment où je me suis dit, mais tu radotes, Pépère. Alors j'aurais dit, écoutez, les gars, je vais vous faire une vidéo. Vous irez la voir et comme ça, vous aurez. Et ça a pris tout de suite, en fait. Je parlais de Warhammer, mon début de Warhammer, ça a pris assez vite, quoi. Pour ma première chaîne, ma première vidéo, j'ai fait 200 vues les premiers 24 heures. Ce qui est absolument dingue, en fait. Quand on Tu ouvre une donneras chaîne la YouTube, en recette. général, si on fait 4 ou 5 vues, c'est cool. Tu me donneras la recette. Mais je sais pas, j'en ai aucune idée, en fait, mais ça a pris tout de suite, et puis bah, j'ai continué. Alors j'ai continué doucement au début. Et puis ensuite, j'ai eu un rêve de dingue. Je me dis, j'adorerais, ce serait le kiff absolu de pouvoir interviewer les gars de Cassius Belli, les grands anciens. Et puis par hasard, je suis tombé sur Jean-Marie Noël, qui m'a donné ma chance en me faisant faire une interview. J'ai fait une interview dans mon petit studio de l'époque. Et puis ça m'a donné la porte ouverte à Rosenthal, Gizerix, Croc, puis Froideval. Voilà. Et Good. qu'il y en a d'autres qui vont suivre bientôt. Tonton, il est souvent très personnel, humoristique. Est-ce que c'est important pour toi, mais ça tombe presque sous le sens, de garder cette authenticité dans ce que tu proposes? Totalement. Moi, je pense que personne n'a la vérité sur le jeu de rôle. C'est une activité qui est trop complexe. Et par conséquent, je pense que le seul moment où on approche d'une certaine forme de vérité, c'est quand on parle de son propre vécu. Voilà. Moi, j'ai vécu ça comme ça. Des gens s'y retrouvent, d'autres s'y retrouvent pas, mais ça fait écho à ce que eux ont vécu. Et voilà, je pense que c'est la seule façon de ne pas dire de conneries, c'est de dire ce que nous, on a ressenti quand on a vécu ces choses-là dans les années 80-90. Ok. Tu parles justement d'expérience, de vécu, etc. Donc dans ton parcours, est-ce qu'il y a une expérience, un moment marquant qui te donne vraiment envie, qui te fait entre guillemets te lever le matin pour créer et qui te motive et qui te donne envie de continuer à créer? Alors en vrai, moi, je suis un créatif né, mais dans les choses récentes, on a parlé de François Froideval tout à l'heure. Il y a un an, un petit peu plus d'un an, j'ai frappé à sa porte et je me suis retrouvé devant lui, chez lui. Il m'a collé dans les mains un Advanced Donjons et Dragons de 78 dédicacé par Gary Gygax qu'il avait volé au club de la rue d'Ulm. Donc j'avais dans les mains une relique du club de la rue d'Ulm qui appartenait à Froideval, dédicacée par Gary Gygax. Je sais pas si vous avez une idée de la puissance du truc pour un rôliste qui aime de cette époque-là, C'est quoi. une belle relique, quoi. Ouais, ça a l'air d'être la relique absolue. Après, voilà, il avait la première boîte de donjon, puis après j'ai vu sa collection. Vous avez pas idée, quoi. Vous n'avez pas idée, parce que tout ce qui passait dans les mains, la Cassius, machin, tout ça, il y gardait, quoi. Donc, voilà, c'était un truc incroyable. Et puis, on est rentré dans l'art. C'est quelqu'un, comme je l'ai dit, de complexe, mais il m'a pris par la main en me racontant plein de trucs parce qu'il avait envie de parler à ce moment-là. Puis, un mois plus tard, j'étais à Troll et Légende en train de bouffer avec Ian Livingstone. Voilà. Ça va. Donc, bon. Donc le mec mange avec des rockstars du monde du jeu de rôle, quoi. Ouais, enfin, Normal. c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je me suis retrouvé interviewé Ian Livingstone et puis je le revois là en octobre du coup et je vais être VIP à côté de Ian Livingstone en Belgique en octobre. C'est délirant. C'est délirant. Voilà. Mais bon, ça fait ouais, ça motive un peu. Et puis la réalité, ça a été Octogone il y a 2 ans, pas celui d'octobre, celui de l'année dernière, d'avant. Et quand je suis arrivé, je crois que j'avais 1200 abonnés ou un truc comme ça. Et j'y allais pour aller voir des gens et je sors de la voiture et on espère un petit peu en tant que youtubeur. C'est la première fois on se dit, oh, ce serait bien que quelqu'un me reconnaisse. Et Comme disait toujours, quelqu'un que je connais pas. quelqu'un que je connais pas, quoi. Ça voudrait dire que ce que je fais dans ma cave depuis 4 ans, ça c'est pas rien. Il y a un mec qui l'a regardé. Ce serait cool. Puis après, je me suis dit en marchant, en allant vers l'octogone, mais te fais pas, arrête de rêver, Franck, arrête de rêver. Arrête de te faire un film, tu vas rentrer, tu vas aller t'acheter des bouquins, tu vas aller voir des gars qui font des chaînes YouTube bien meilleures que la tienne, puis quand tu rentreras chez toi, tu seras très content.
Et puis bah, j'ai fait 3 pas dans Octogone et il y a 8 personnes qui sont jetées sur moi. Donc c'était cool, c'était génial. C'était parce que c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail. Et j'ai pas besoin qu'on me serre les bottes, mais de me dire simplement qu'on a apprécié telle ou telle vidéo, ça me fait tellement plaisir, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que tu as des projets pour la suite, des nouveaux formats, des collabs à venir Est-ce que tu as quelque chose de prévu pour aller encore plus loin dans tes projets liés au jeu d'art? Je l'ai un petit peu parlé au début, mais c'est l'occasion de le balancer Ouais. pour la suite. Ouais, de ouf. De ouf. On vient de finir un studio de 200 mètres carrés. 4 mètres carrés de plafond, on a tout le matériel, on a plein de caméras, on a plein de trucs. Alors je m'en sers bien sûr professionnellement, moi je suis dans le métier de la vidéo et l'événementiel. Mais je suis le patron de la boîte, donc c'est chez moi. Et donc on a prévu d'élargir méchamment euh, la chaîne en fait. Même de créer une chaîne, pas une chaîne secondaire, mais une sorte de super chaîne au-dessus de la mienne avec d'autres gars qui vont venir participer. Donc l'idée c'est de produire un peu comme ce que tu fais là, aller produire du contenu geek plus généralisé pour que la chaîne puisse vivre. Parce qu'aujourd'hui une chaîne de jeux de rôle, moi j'ai 2090 abonnés ou un truc comme ça. Je suis une des 10 plus grosses chaînes de jeux de rôle quoi. Dans mon créneau chronique, je suis même le 3e. Eh Donc oui, pour vous dire à quel point. nous aussi on reçoit des rockstars. Non mais le côté délirant du truc, c'est que en fait dans le jeu de rôle, c'est hyper chaud d'avoir des abonnés, Ouais. de créer une communauté qui soit assez conséquente pour que YouTube nous prenne au sérieux quoi. Oui. Et Euh, on a des passions niches. Alors pas dans le sens où le jeu de rôle est niche parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent, mais il y a très peu de gens, ou du moins pas assez de gens qui regardent forcément de l'actuel play avec de fortes récurrences. Il y a des gens d'actual play qui sont émergents et qui sont déjà bien installés dans l'univers. Donc c'est compliqué aussi de créer du contenu, comme ça peut être compliqué de créer du contenu dans la mode, etc. Et de se faire une place dans ce milieu-là qui est déjà bien installé et un petit peu avec des gens qui ont déjà la place occulte, entre guillemets, et la visibilité dans leur travail. Donc effectivement, c'est appréciable. Toi notamment, tu parlais de plus de 2000 personnes qui te suivent, mais c'est appréciable quand on a des gens qui nous arrêtent, qui nous disent putain, c'est bien ce que vous faites et tout, on vous reconnaît dans la rue et tout. Et comme tu dis, voilà, c'est du travail. 4 ans tu parlais de 4 ans de chaîne. Bravo d'être là où tu en es. Et puis, pourvu que ça dure, longue vie à ta chaîne et à tes projets. ouais, bah, vous verrez, enfin, il y aura beaucoup. Là, je me suis illustré pas mal par des interviews de grands anciens et ça va continuer un petit peu tant qu'il y en aura parce que j'ai quand même fait le tour d'une certaine partie des grosses pointures du coin. Mais après, il y aura effectivement un nouveau format d'actual play normalement, puisque moi je m'attache à la vraie pratique du jeu de rôle. Et j'ai un peu du mal avec les gens qui se lèvent en pleine partie, qui font un monologue de 2 pages, absolument qui rime avec tous les noms des personnages, etc. En sachant que j'ai 20 ans de théâtre et j'y arrive pas. Je me demande comment ils font pour avoir 5 personnes autour d'une table et qui arrivent à sortir des répliques comme ça. Enfin, j'ai bien une idée, mais je vois beaucoup trop de jeunes qui regardent des actual play et qui disent oh, non, le jeu de rôle, on va pas faire parce que on sera jamais capable de faire ça, quoi. Et ça, c'est la partie qui je trouve un peu dommageable dans certains types d'actual play, c'est qu'un niveau de Ouais. qualité cinématographique ou théâtral fait que les gens ont oublié que le jeu de rôle, c'est avant tout des mecs autour d'une table ou voire même sur un serveur qui racontent des conneries ensemble. Donc je voudrais faire un actual play beaucoup plus centré sur ce que le MJ propose et à quel point les joueurs vont massacrer le scénario. Donc, donc alors, un côté un petit peu, comment dire, tarot, où le MJ, en début, on sera moi au début, en début d'actual play, annonce qu'il a l'intention de faire à ses joueurs. Et puis après, on voit comment il va sortir les rames pour essayer de ramener les joueurs dans sa partie. Donc je trouve qu'il y a un petit concept là-dedans. Ouais, Allez, tu je vous fais- Alors, le propose, scénar, c'est ça, mais en fait, les joueurs, ils vont là. je vous Pour l'instant, il y aura propose. des apartés du MJ en mode en insert sur la version YouTube où il s'adresse au public, aux gens,
en leur disant oula, là je suis dans la merde, je sais pas ce que je vais faire. Oh, tiens, allez, j'improvise un PNJ, c'est parti. Ouais, il y a ce côté-là un petit peu. Avec un petit commentaire, un narratif du narratif. Voilà. Et alors, Olshad SOS Norkis, je vous propose au débeauté, mais je pense que tu étais parti pour le faire, de poser une question si vous avez quelque chose tant qu'on qui vient était sur comme les ça. actual plays, parce que bon, effectivement, il y a des joueurs, tu disais, qui étaient peut-être dégoûtés parce que c'était bien produit, mais est-ce que ça apporte pas, est-ce que tu as croisé des joueurs, est-ce que ça a rapporté des joueurs qui sont venus sur ta chaîne parce que après un actual play, ils se sont intéressés au jeu de rôle ou autre? Est-ce qu'il y a du point positif quand même dans l'actual play? C'est assez difficile à déterminer, c'est pas facile de voir quels sont publics en fait. Moi en public, j'ai les gens de mon âge, à qui je rappelle des souvenirs et qui kiffent ça, avec les interviews, etc. Et j'ai d'autres youtubeurs. C'est-à-dire que les youtubeurs plus jeunes me connaissent tous. Parce qu'ils vont voir ce que je fais. Ah, il a interviewé tel gars, mais je connaissais pas ce mec-là et tout. Donc je suis très ami avec un certain nombre de youtubeurs. D'ailleurs, MJ Masqué, coucou, avec qui je m'entends super bien, avec qui on a fait des collabs et tout. Mais c'est assez difficile de déterminer exactement s'il y a des jeunes qui sont venus par l'actual play. Alors attention, l'actual play c'est cool. Moi je pense que ça a sauvé le jeu de rôle. Carrément. En 2015, il y a une crise entre 2010 et 2015 du jeu de rôle assez violente. Moi j'étais dans des assos, et on est passé de 120 personnes à 7. Ça a été très compliqué. Et l'actual player lançait ça avec toute une génération de jeunes, c'est très bien, c'est parfait. Mais aujourd'hui, je veux pas que la seule proposition soit la Bonne Auberge ou d'autres chaînes de ce genre-là qui proposent un truc très qualitatif, mais qui s'est éloigné du jeu de rôle. Donc j'ai envie de faire autre chose, de proposer autre chose, voilà. Qui sera complémentaire ou pas, ça plaira ou pas, je sais pas. Mais de proposer une partie vécue par des gars qui sont des gens, pas des stars, quoi, des gens plus normaux. Et qui se vautrent des fois, et qui... voilà. C'est une bonne chose. On va terminer Oui, très cette bien. vidéo Jeu de rôle On va- réaliste. réaliste, ouais, un peu plus presque bac à sable, entre guillemets, un peu plus naïf. Du role-playing game next door, comme dirait le. Oui, c'est un peu ça, c'est un peu la partie d'à côté, quoi. Bon, bien sûr, il va y avoir un certain nombre de mises en forme pour que ce soit regardable par quelqu'un qui a envie de passer un bon moment. Donc ça implique de l'élagage, notamment des combats. Les combats, je les vois pas en temps réel, je les vois soit en flashback, soit en accéléré ou sur les parties les plus intéressantes du combat. Et pareil, l'idée c'est de faire des parties assez intenses dans le déroulé. Parce que, alors, ce que je fais sur ma chaîne, les gens que je rencontre me permet un petit peu de prendre du recul par rapport à la pratique artistique, enfin rôlistique en soi, qui est, on a tous pris des mauvaises habitudes en tant que MJ. Je vous en donne une, maintenant que je vais vous la donner, vous allez entendre plus que ça dans les actual plays. Mais vous arrivez dans le village et une personne s'approche de vous et vient vous expliquer que dans ce village, il est de bon ton. Et tous les MJ de Actual Play prennent cette diction ultra lente des narratifs, ça en devient insupportable en fait pour moi. En vrai, les gars, vous arrivez dans un village, tout se passe bien, c'est comme tous les villages que vous avez croisés jusqu'à maintenant, et puis là, il y a un gars qui se pointe et qui vient vous voir et qui vous tend la main en vous disant je suis content de vous voir, et ce serait bien que vous appreniez 2-3 trucs sur ce village, parce que on n'aime pas trop les étrangers qui se comportent comme des gougnafiers. Et vous verrez, allez voir tous les actual play, ils ont tous pris cette façon de parler quasiment ultra lente, ultra... on se donne une contenance, on fait baisser un petit peu le niveau de la voix au niveau des graves. C'est assez... Enfin, je sais pas si vous me rejoignez là-dessus, mais moi, je vois que ça. Sur tous les actual plays que je vois que ça. Eh ben, Donc, on fera une émission sur la critique des actual plays, si ça vous va. Alors, pas parce que c'est pas intéressant, parce qu'on n'a plus le temps et qu'il y a des gens derrière nous. ouais, bien sûr. Oui. Avec Mais je pense que le plaisir. sujet, je voyais Olshad, il était à deux doigts de réagir. On fera une émission sur la critique des Ouais, actual bah, play et faut pas du y voir- temps des actual play. faut pas avoir une critique des Non, actual critique, plays c'est comme ça. positif et négatif, justement. Voilà. Non, faut pas y d'analyse. voir le fait que ça devrait pas exister ou je sais pas quoi. Juste, je pense qu'il reste des formes d'actual play de jeux de rôle qui n'ont pas encore été explorées et qui mériteraient qu'on y jette un œil. Voilà.
Eh ben, ce sera l'objet d'une prochaine émission potentiellement. Je vous propose de préparer ça tous ensemble. Il nous reste quand même un petit quart d'heure à passer ensemble, mais je voudrais qu'on parle un peu de nous tous, de vous tous. Donc, on va enchaîner sur vos actus à vous, si ça vous va. Je vais le faire dans l'ordre des gens que j'ai à l'écran. Thomas ou SOS Norkies. Ouais, j'ai pas d'actu actuellement là, je suis sur un projet C'est de très bien. podcast qui est pas encore sorti, voilà, et je fais des chroniques ciné de temps en temps sur un petit truc qui s'appelle, le 18-20 du Cercle de l'Aube. Enfin, je sais pas si Ouais. vous en avez entendu parler, voilà, et même que des fois je dois faire des critiques ciné, que des fois on les squeeze parce qu'on n'a pas le temps et que finalement on a du temps et Alors, voilà, il mais paraît qu'on a sauté quelque chose, je suis désolé, je m'en suis pas rendu compte, mais dans mon défilement de prompteur, je pense qu'il y a un truc que j'ai pas vu. Mais si tu veux, on peut parler de Good Luck Have Fun Don't Die. On peut le finir comme ça. On n'aura pas le visuel. bon après les actus si on a 10 minutes, si on a 5 minutes, voilà, allez. Olshad, tes actus à toi. Moi, vous me retrouvez tous les samedis soirs sur ma chaîne Twitch, hein, donc pour le Talk Shad, hein, où on parle de news, de jeux de rôle, de conseils, et ainsi de suite. Régulièrement des vidéos YouTube. Hein. Aujourd'hui, hein, à 17h, là est sortie une vidéo justement sur l'utilisation des horloges en jeu de rôle. Donc voilà, un petit tips de MJ hein, pour des fois donner du rythme, relancer un peu une partie. Donc ça peut servir. Sinon, mes actus, hein, c'est Kaisersberg, voilà, donc où je ferai une animation avec Cécile, et Octogone aussi, hein, où je serai et j'aurai une animation avec Cécile. A priori, l'horaire se précise, et ce serait le dimanche 13h qu'on va être sur Ok. scène. Voilà. Ancestral, ton actu, mais tu nous en as plus ou moins parlé, mais Oui, des alors choses. si, il y a quand même, ouais, si je sors quand même un jeu de rôle. Oh, ben voilà. Voilà Donc une je serai à actu. l'Octogone aussi, ce sera un plaisir d'aller voir les copains. Je serai à l'Octogone et à la Forge notamment, ou même si je me présente pas au concours jeu de rôle parce que le projet n'était pas prêt, je propose un jeu de rôle qui s'appelle Hangover. C'est le jeu de rôle des lendemains difficiles. Exact. J'avais vu Voilà, l'actuel play que vous aviez fait avec Nico et tout, qui voilà, était bien actuel fait. play assez rodéo, mais voilà, le jeu se peaufine. Il y aura 4 MJ, les 4 créateurs seront là pour faire chacun un scénario et pour faire découvrir ce type de jeu à la Very Bad Trip, qui nous a semblé très rigolo. Voilà. C'est un jeu assez simple, hein, c'est pas un jeu apéro non plus, mais on est un peu dans la lignée de Paranoia au niveau Ok. d'investissement déjà. Ben, Mais non, on c'est passera après l'apéro. volontiers au pendant. Après l'apéro. Ouais. Ben, Pour aller essayer à passera, l'Octogone, voilà. Pour aller j'allais essayer à dire, l'Octogone. on passera volontiers à la forge et si tu peux nous faire une petite initiation pour qu'on découvre ça. En plus, on aura une régie portative. Alors, vous verrez, à Octogone, ça va être délirant. On a une régie portative avec Shaolan qui va arriver en norme orchestre avec tous les trucs sur lui et tout. Ça va être d'un autre monde. Donc, c'est un essai et un truc concrétisé qu'on voulait faire. On voulait faire du live Twitch directement dans les conventions, mais du beau live Twitch, du très beau live Twitch. Donc voilà, ça va être un délire. Mais on fera du coup cette partie, si tu es d'accord, de nous prendre peut-être une petite heure, 2 heures, je sais pas, pour faire un petit peu un essai de ce jeu de rôle. Ça serait bien cool. On va redonner la place à SOS Norkies, parce que je suis désolé d'avoir sauté cette info ciné, et on va parler de Good Luck Have Fun Don't Die. Bah oui, le pauvre film qui en plus marche pas, donc c'est dommage, profitez-en tant qu'il est encore en salle. Je l'ai poussé à la poubelle, le pauvre. Ah mais le pauvre vieux. Non mais en plus c'est un film super. Alors je reprends mes notes parce que je les avais rangées. Je me suis dit ah l'émission est finie. Non alors Good Luck After Don't Die, film sorti en salle la semaine dernière. Donc c'est un film avec Sam Rockwell. C'est un peu un croisement, c'est pour les amateurs de SF, c'est un croisement, c'est un peu comme si le visiteur du futur débarquait dans une saison de Black Mirror. Vous voyez un peu le topo ? Ouais. Ouais. En gros, voilà. Donc c'est l'histoire, voilà, c'est un clodo du futur, hein, on va le dire carrément, interprété par Sam Rockwell, qui va débarquer dans un diner un soir comme ça. C'est à peu près notre époque, c'est pas loin, et il va essayer de constituer une équipe pour partir ce soir à l'assaut quelque part dans la ville pour aller empêcher un enfant de 9 ans de créer une IA qui va asservir l'humanité. Ou c'est un Terminator-like. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà.
Donc c'est pas vraiment. Alors voilà, on dit le visiteur du futur parce que c'est un clodo, mais bon, et qu'il y a aussi le générique qui est déguisé quelque part. Donc je sais pas, il n'y a pas plus de lien que ça avec l'œuvre. Et c'est complètement fou. C'est réalisé par Gore Verbinski, qui est le réal des premiers Pirates des Caraïbes et du remake de Ring aussi. Et c'est plutôt cool. C'est foutraque, ça part un peu dans tous les sens. L'histoire est un peu décousue, mais ça colle avec l'esprit un peu dingue, un peu caustique, un peu. Il y a peut-être un peu plus d'humour que dans un Black Mirror qui est quand même assez déprimant, je trouve pour ma part. Donc là, on est plus sur une touche d'humour, sur une touche un peu fou. C'est peut-être pas, quoique c'est assez proche d'un Everywhere. Everything Everything Everywhere Everywhere All All at at Once. Once. Alors c'est peut-être pas, ça part pas autant en sucette, mais ça part quand même pas mal en sucette. On est dans ces influences là, et donc ça critique pas mal de sujets actuels sur les réseaux sociaux, les tueries de masse, l'IA, et, euh, et moi j'ai été plutôt convaincu. Je sais pas si j'ai été le seul à le voir dans cette Moi, je l'ai pas équipe vu où du tout. Je vous l'ai n'avez pas pas eu vu le encore. temps. Alors Non, pas profitez-en parce qu'il fait pas beaucoup d'entrées. En même temps, il sort à côté de Mario et de Michael Jackson, donc bon, qui squatte toutes les salles. Donc, par contre, je vous le recommande. Voilà, si vous aimez la SF, l'aventure, en plus, ça part un peu comme un JDR. C'est un peu bon. Vous êtes dans un diner, vous avez créé votre perso, donc vous êtes une mère de famille, vous êtes un prof et vous êtes une princesse d'anniversaire et vous partez à l'aventure pour traverser la ville. Vous êtes poursuivi par des méchants. Et des trucs vous tombent dessus. Donc il y a aussi ce petit côté un peu JDR, un peu pas Diane Retry, mais un peu parce que le héros nous explique qu'il a remonté le temps 177 fois et que chaque fois il fait des groupes différents et ça marche pas, mais cette fois-ci c'est la bonne. Ou pas, on verra. Donc on est dans un croisement, un carrefour d'influence geek plutôt bien digéré, je trouve. Et il y a une surprise visuelle que je ne vais pas vous spoiler. Je dirais juste qu'il y a un chat et des paillettes. Voilà. Ceux qui auront Ok. vu le film comprendront. Voilà. D'accord. Ok. Bah écoute, avec ce teaser, je pense qu'on va tous foncer en salle et que tu nous as tous convaincus. Pour le chat et les paillettes, je suis curieux maintenant. Ouais, c'est- Écoutez, messieurs, on termine ce 18-20 du Cercle de l'Aube ici. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. On va parler très rapidement des infos et des actus du Cercle qui vont venir très rapidement. Et en info directe, vous le savez, on va enchaîner parce qu'on essaye d'enchaîner nos programmes maintenant et de faire des soirées longues. On va enchaîner avec le Cercle dont vous êtes le héros qui va être animé par Beria juste après, donc restez bien là, ça va s'enchaîner dans la minute après le générique. On enchaîne aussi derrière avec un quick start sur Fever Town. On parlait tout à l'heure du MJ masqué. On va tester le quick start de Fever Town parce qu'on est un petit peu à la bourre. On est sûrement une des dernières chaînes à le faire, mais c'est pas grave. On avait l'envie, on s'est motivé, on a dit qu'on allait le faire. Donc ça va être assez fun. Tu parlais tout à l'heure, Olcha, de Kaisersberg. On sera, notamment Lima sera à Kaisersberg en envoyé spécial et on espère arriver à faire un live pour pouvoir vous donner un petit peu de l'ambiance du festival et puis vous montrer un petit peu ce qui se fait là-bas, vous montrer ce que va faire Olshad, vous montrer ce que fera Cécile, et puis la zone un petit peu jeu de rôle actuel play qui aura été mis à disposition. Donc on va essayer de vous faire ce petit reportage. On sera aussi 15 jours après à Octogone. On va arriver avec des t-shirts normalement tout beau, tout neuf, logotés et tout, donc vous nous verrez en noir avec des gros logos du Cercle de l'Aube sur le dos et avec des gros QR codes. Vous pourrez nous harceler si vous voulez pas venir nous parler, vous aurez juste à nous checker de loin. Voilà. Et en petite news, parce qu'on a des choses un peu cool qui sont arrivées dernièrement. Ça va être tout noir. Vous inquiétez pas, je suis toujours là, mais ça va être tout noir. Ah ok, je suis peur. En petite news qui est arrivée dernièrement, j'avais pledge sur la campagne de financement participatif de Notre-Dame de Paris. Éventuellement, Olshad, qui connaît plus que moi le jeu et les éditions Spectrum, je te laisse un petit peu expliquer ce qu'est Notre-Dame de Paris.
Alors Notre-Dame de Paris, donc c'est un PBTA, hein, donc un jeu donc propulsé by the Apocalypse, donc basé sur les règles d'Apocalypse World, où vous allez jouer justement un peu des parias de Paris, hein. On est après justement le roman pardon, de Victor Hugo. Et donc, vous allez avoir votre cours des miracles, en fait, hein, et votre objectif, ça va être d'augmenter votre influence un peu sur la ville pour essayer de vous sortir de votre condition, finalement, de paria, de laisser pour compte, hein, au sein, justement, de la ville de Paris, hein, à cette époque. Tout à fait. Et du coup, on avait Pledge, je vais dire à l'époque, c'est pas si vieux que ça, parce que là, on parle d'un truc qui est vieux dans le temps, mais pas vieux dans le temps de la campagne. J'avais Pledge, du coup, sur le complet du jeu, qui est arrivé abîmé. Et par chance, ils m'en ont renvoyé un deuxième, gratuitement, alors que je ne l'ai pas réclamé. J'ai juste signalé que c'était mal emballé et qu'ils fassent attention pour leur prochaine vente, qu'ils fassent attention pour leurs clients. Et en fait, la personne m'a recontacté suite à un mail que je lui ai fait, où je lui ai proposé de vous offrir le deuxième, mais alors pas le deuxième, pas l'abîmé, je vous offre le neuf, qui est ici, et qu'on vous offrira à Octogone, en présence de Holshed et Cécile. On met ce prix à disposition pour potentiellement un tirage au sort. Je sais pas quel prix ça représentera, comment ça sera mis en forme. Olshad saura sûrement même mieux le dire que moi. Mais voilà, sachez-le, si vous êtes à Octogone, on va offrir ce prix-là, entre guillemets à nos frais, mais offert aussi par les éditions Spectrum. Et du coup, j'ai plus ou moins convenu avec les éditions Spectrum s'ils sont OK, et on aura des choses fournies aussi de leur part, qu'on fera potentiellement un actual play ou un quick start sur Notre-Dame de Paris. Donc voilà, j'ai eu le mail, à voir sur quel format on va le faire. Potentiellement, ils ont proposé de fournir de la ressource pour qu'on puisse faire un très beau visuel d'un quick start, etc. Voilà, donc sachez-le, je lance déjà l'appel d'offres maintenant. On a besoin de joueurs, on va sûrement faire un quick start sur Notre-Dame de Paris. On aura sûrement besoin d'un MJ aussi. Pareil, je lance les appels. Moi, je suis très mauvais MJ, ou du moins pas assez MJ pour le faire jouer, mais je lance l'appel. On va se faire une partie de Notre-Dame de Paris en live. Voilà, parce qu'on a eu l'autorisation et le retour positif de la part des éditions Spectrum. Voilà, Génial. pour les actus du Cercle de l'Aube. Le prix est ici pour ceux qui seront à Octogone et qui auront la chance de le gagner. Olshad, si tu sais déjà un petit peu le format que ça prendra, je te laisse en parler. Bon, on va faire une animation et puis il y aura sûrement des tickets, ce sera un tirage au sort. Voilà, c'est tout simplement. Ok. Voilà. Donc ça, et potentiellement on verra, il y aura peut-être d'autres choses qu'on aura réussi à collecter, à